Donc, bonsoir et bienvenue à la conférence sur la coopération entre recherche et médias, comment faire mieux, que nous avons organisée avec Emma et moi-même Maude, afin de répondre à cette question qui nous semble essentielle suite aux 2 COP au bilan plutôt mitigé du point de vue de la couverture médiatique qui se sont enchaînées à la fin de cette année 2024. Cette conférence est la première du cycle 2025 des conférences du cours intitulé Séminaire d'actualité critique de l'ENS, qui sont réalisées par Christian Lorenzi et Maria Ganoshenko, donc à l'École normale supérieure. Avant de nous plonger dans notre sujet, nous souhaitons les remercier et remercier également Anne Simon, la bibliothèque Lettres SHS et l'École normale supérieure de Paris pour leur accueil. En termes de déroulé de la soirée, cette conférence va s'articuler en 3 moments. Tout d'abord, une vingtaine de minutes de présentation à 2 voix avec Emma pour vous présenter un petit peu mieux le sujet, pour que vous puissiez comprendre les enjeux autour des thématiques de ce soir. Puis une table ronde d'1 heure environ où nos 3 panélistes se prêteront au jeu de l'interview. Et enfin, une quarantaine de minutes de questions du public. Donc n'hésitez pas à y réfléchir dès maintenant. Donc, les chiffres de la couverture des COP sont sans appel. Depuis les accords de Paris en 2015, lors de la COP 21, c'est un sujet qui est toujours plus délaissé par les médias. Intriguant, vous allez le voir ce soir, pas tellement. Ce phénomène d'invisibilisation médiatique des sujets climatiques au moment des COP s'amplifie chaque année. Et pour illustrer ces propos, nous nous attacherons à 2 sujets intimement liés à la thématique de ce soir. Tout d'abord, la désinformation climatique, outil à la mode en 2025, dans les sphères climato-dénialistes notamment. Et ensuite, la géo-ingénierie. Gros mot pour l'instant, mais pas d'inquiétude, Emma va vous le détailler dans la suite de notre introduction. C'est un sujet qui représente bien les dynamiques complexes à l'œuvre entre recherche et médias dans le contexte des COP. Et pour débattre du traitement médiatique des COP ce soir, nous accueillons et nous remercions vivement. Donc bonjour Valérie Masson-Delmotte, chercheuse en paléoclimatologie, donc c'est-à-dire les climats du passé. Vous êtes au laboratoire du LSCE, donc laboratoire de climatologie, responsable également du Centre Climat Société de l'IPSL, membre du Haut Conseil pour le climat et coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC de 2015 à 2023. Elle fait d'ailleurs partie des 100 personnes les plus influentes du monde en 2022, selon le magazine Times. Ensuite, bonjour Fabrice Rousselot, journaliste, cofondateur du média The Conversation France, ancien correspondant à Londres et à New York pour Libération et directeur de la rédaction de Libération de 2013 à 2014. Et enfin, pour compléter ce panel, bonjour Jean Sauvignon, en charge de la production des données de l'association Quota Climat, une association qui œuvre pour un meilleur traitement médiatique de l'écologie, du climat et de la biodiversité, et cofondateur de l'Observatoire des médias sur l'écologie, le fameux OME. Et pour commencer, Emma, pourrais-tu nous présenter le contexte climatique actuel ? Alors, je vais vous donner quelques éléments de contexte tout d'abord. Il faut savoir qu'en 2021, le groupe de travail du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et dont Valérie Masson-Delmotte ici fait partie, écrivait que la température mondiale continuerait d'augmenter jusqu'à au moins 2050 et dépasserait le seuil des 1,5 voire 2 degrés avant la fin du siècle, même avec des réductions drastiques des émissions de gaz à effet de serre. L'année 2024 a d'ailleurs été la première à avoir officiellement dépassé cette barre des 1,5 degrés d'anomalie de température à l'échelle terrestre. De nombreux changements, notamment dans les océans, les régions polaires, au niveau de la mer, sont irréversibles déjà pour les siècles à venir. Or, le rapport du GIEC de 2022 souligne plus que jamais l'interconnexion entre le climat, les écosystèmes, la biodiversité et les sociétés humaines. Des événements extrêmes plus nombreux, une menace sur la sécurité alimentaire et la ressource en eau, un impact sur la santé, des vagues de chaleur, des répercussions socio-économiques. Voilà, en somme, les conséquences du réchauffement climatique que décrit ce rapport, avec des impacts plus ou moins intenses en fonction des régions et des enjeux de gouvernance. Les experts estiment qu'entre 3,3 et 3,6 milliards d'êtres humains vivent dans des conditions particulièrement vulnérables au changement climatique. L'adaptation à celui-ci, qu'elle soit réactive ou anticipative, devient cruciale, et elle doit être multisectorielle. Le rapport du GIEC de 2022 écrit que
Le développement résilient au changement climatique est possible lorsque les gouvernements, la société civile et le secteur privé font des choix de développement inclusif. Plus loin, il écrit « Le développement résilient au changement climatique est facilité par la coopération internationale et par les gouvernements à tous les niveaux qui travaillent avec les communautés, la société civile, les organismes éducatifs, les institutions scientifiques et autres, les médias, qui nous intéressent aujourd'hui, les investisseurs et les entreprises. » Fin de citation. La clé se trouve donc dans la combinaison d'une gouvernance inclusive, de ressources humaines et technologiques adéquates, de l'accès à l'information et des financements. Cette conférence veut apporter un éclairage sur le levier de l'information et des médias qui ont un rôle précieux à jouer dans cette transformation. Et donc maintenant, accrochez-vous parce qu'on va définir le terme qui est caché dans notre titre, le terme de COP. Qu'est-ce que c'est qu'une COP ? Une COP, ça signifie Conférence des parties, tout simplement. Selon le site des Nations Unies, c'est un organe décisionnel suprême de la Convention. Ça ne nous avance pas beaucoup. Ces conférences des parties sont des semaines de présentation, de conférences, de négociations où les États, appelés parties de la Convention, sont représentés. Lors de ces négociations et de ces plénières, ils examinent l'application de la Convention et de tout autre instrument juridique qu'elle adopte. Ils prennent les décisions nécessaires pour promouvoir l'application effective de la Convention, y compris les dispositions institutionnelles et administratives. L'un des principaux rôles finalement de la conférence des parties est d'examiner les contributions nationales et les inventaires des émissions soumis par les parties, donc par les États. Sur la base de ces informations, la conférence des parties évalue les effets des mesures prises par les parties et les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif ultime de la Convention. Et le problème, c'est qu'il existe 3 types de COP. Et cela génère souvent des confusions. Alors accrochez-vous bien et regardez le schéma derrière moi. Les COP désertification, dont on entend le moins parler, les COP climat, dont on entend le plus parler, et les COP biodiversité, dont je vous laisserai juger de la couverture médiatique. Chacune de ces COP est sous mandat des Nations Unies, mais sous une convention différente, toutes les 3 signées lors du sommet de la Terre à Rio en 92. Vous avez le nom des 3 conventions au tableau, UNFCCC, CBD, UNCCD. On n'est pas beaucoup avancé. Elles fonctionnent globalement toutes de la même manière, à l'exception que les COP climat ont lieu tous les ans, alors que les COP biodiversité et désertification tous les 2 ans. Et la présidence de chaque COP tourne entre les 5 régions reconnues de l'ONU, avec une tendance à ce que la tenue des COP tourne également entre les 5 régions. De ce fait, nous avons assisté successivement à la fin de l'année 2024 à la COP 16 biodiversité, qui a eu lieu à Cali, en Colombie, fin octobre, et à la COP 29 climat, qui a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan, début novembre. Les numéros suivant le mot COP sont donc exclusivement une numérotation, ce qui induit en erreur, car à plusieurs années d'intervalle, vous pouvez assister à une COP qui possède le même nom, mais qui ne traite pas du même sujet. Je vous l'accorde, il faut suivre, d'autant plus que les acronymes, comme nous l'avons vu, se multiplient comme des petits pains dans ces conférences. Et à cela, il faut ajouter un dernier grand rassemblement, celui qui est à venir cette fois-ci, l'UNOC 3, United Nations Ocean Conference. C'est la COP des océans, si vous voulez. Et cette 3e édition aura lieu à Nice, en France, en juin 2025. Donc j'espère qu'on en entendra un peu plus parler. Donc vient maintenant la question de la couverture médiatique de ces événements. Quel est en France le temps d'antenne réservé aux questions climatiques ? L'Observatoire des médias sur l'écologie, dont Jean Souvignon pourra nous parler ici, produit des statistiques du temps d'information dédié à ces problématiques, avec notamment ce graphique-là. Donc d'après ce graphique et d'après l'Observatoire, ce temps d'antenne a tourné autour de 3,7% en moyenne en 2024, ce qui n'est pas beaucoup, avec aussi une baisse préoccupante de 30% par rapport à 2023. Si l'on regarde l'évolution de ce temps d'antenne, on remarque sans surprise une tendance saisonnière, avec par exemple le printemps et l'été 2023, qui ont été particulièrement couverts par les médias et où, rappelez-vous, nous avons connu de longs mois de sécheresse en France, qui avaient pour la première fois posé la question de l'accès en eau sur le territoire et de notre vulnérabilité. Le pic du temps d'antenne fin octobre, début novembre, correspond, lui, aux inondations meurtrières qui ont eu lieu en Espagne, souvenez-vous. La COP est aussi dans ce coin-là. Sur le graphique suivant, si on regarde plus en détail la couverture médiatique de la COP, on constate qu'elle a atteint 9,1% les premiers jours, mais a été peu suivie ensuite, avec une conclusion très peu couverte de 3,5% si je vois bien. Ce qui est beaucoup moins que la conclusion de la COP
précédente, la COP28. On se souvient du grand bruit qu'avait fait la COP21. Alors certes, organisée en France et à Paris, ce qui implique un certain biais médiatique, mais qui est quand même resté dans le monde comme une COP de référence, synonyme d'espoir et de bonne volonté de tous les pays pour répondre aux défis climatiques. Mais où est passé cet engouement ? Ce sentiment qu'il s'est passé quelque chose de grand. Nous avons bien moins entendu parler des COP suivantes, les COP 22, 23, 24. La COP 28 de Dubaï aura étonnamment fait parler d'elle, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. On se questionnait plutôt sur l'intérêt qu'un tel sommet sur le climat soit organisé par le premier pays exportateur de pétrole, ce qui suscitait la défiance. Puis la couverture médiatique de la COP29 s'est réduite comme peau de chagrin et les bruits d'informations qui nous sont parvenus n'ont fait que transmettre l'amertume des questions de justice sociale entre les pays du Sud et ceux du Nord sans en faire grand cas. Il faut aussi bien dire que l'espace médiatique à ce moment-là était complètement saturé par les élections américaines, amère réminiscence finalement de la sortie du dernier rapport du GIEC en 2022 qui avait aussi été mis à l'ombre par la campagne présidentielle en France. Après le temps de l'optimisme vient donc celui de la désillusion, lorsque l'on constate la difficulté des engagements à tenir et l'instabilité politique à travers le monde qui relègue au second plan l'action climatique. Des transformations sont pourtant entreprises, mais ce qui transparaît dans les médias est loin des promesses spectaculaires de la COP de Paris. On peut se poser la question du biais médiatique. Aujourd'hui, de plus en plus de voix parmi les chercheurs, parmi les journalistes, parmi les jeunes, clament que le dialogue entre la communauté scientifique et les médias est à améliorer à tous les niveaux. Cette idée a même conduit à la création d'une mineure Médias et Recherche ici au sein de l'ENS pour répondre à ces questions et pour réfléchir à des solutions pour, d'un côté, mieux former les journalistes à répondre aux questions scientifiques et de l'autre, mieux former les scientifiques à se plier au code journalistique. C'est de là qu'est aussi née l'idée de ce séminaire. Nous avons choisi l'angle des COP car elles sont le théâtre éclatant de ces échanges entre les deux parties. Fabrice Rousselot l'appuiera, il existe des freins réels dans le manque de formation des journalistes à la culture scientifique qui se retrouvent parfois mal préparés face au jargon des chercheurs. Et l'inverse est complètement vrai aussi. Mis à part cet enjeu, il y a une vraie question du biais médiatique dans la couverture des COP. La retranscription de l'événement est souvent bien plus pessimiste que l'atmosphère sur place d'après certains échos. Effet voulu ou inconscient. Existe-t-il des biais d'appréhension ou des biais d'écriture finalement lorsque l'on parle des COP ? Contrairement à l'effet voulu par l'événement, il est à constater que les médias classiques sont plutôt désengageants vis-à-vis de leurs lecteurs ou de leurs auditeurs, avec une presse, disons-le, assez déprimante sur le sujet. Si au lieu d'engager son lectorat, un média le décourage de s'intéresser aux questions climatiques, alors la combinaison de la recherche et du journalisme ne peut pas fonctionner. Mais imaginez si nous repensions ce pont. Si nous identifions les incompréhensions et les erreurs dans la communication de chaque partie, si nous repensions cette coopération finalement, alors nous pourrions avoir une association puissante qui embarquerait au lieu de démoraliser. Le levier est là. Les actions politiques ne sont pas le seul combat à mener dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais l'information et la formation à ces enjeux et à ces solutions, qu'on oublie bien souvent, est aussi à prendre à bras le corps. Et cela ne peut se faire sans l'engagement profond des médias. Une alliance d'autant plus importante, car quels sont les autres défis aujourd'hui ? On n'a jamais été aussi inquiet quant à la menace de la désinformation que va développer Maude. Effectivement, comme promis, on va aborder le sujet de désinformation climatique. Donc, dans le combat pour endiguer la crise climatique et l'érosion de la biodiversité, la désinformation est un adversaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Vous n'avez pas pu passer à côté. La désinformation climatique se définit comme les contenus mensongers ou trompeurs qui contribuent à remettre en question l'existence ou les impacts du changement climatique et les solutions pour y faire face. Cela inclut notamment les théories du complot et la minimisation de l'impact des activités humaines sur le climat. Qui, parmi vous, n'a pas entendu dans ces dernières années ce type de phrase ? Le climat change depuis toujours. Il y a des scientifiques climato-sceptiques. Les causes humaines restent à prouver. Ou encore, il fait froid et on nous parle de réchauffement climatique. Aux États-Unis, qui, on le rappelle, viennent tout juste de sortir des accords de Paris à la réélection de Donald Trump. Drôle de manière, vous me l'accorderez, de célébrer les 10 ans de cet accord. Et donc, pas plus tard qu'hier, les employés de ce département, du département américain de l'efficacité gouvernementale, structure décrétée par Donald Trump et placée sous la coupe d'Elon Musk, sont entrés de force dans les locaux de l'Agence américaine d'observation océanique,
et atmosphérique. La fameuse NOAA, c'est l'équivalent, si vous voulez, de Météo France en version américaine. Chargée, entre autres, d'informer sur les événements extrêmes comme les ouragans. Leur objectif, mettre la pression sur les scientifiques, car Donald Trump souhaite démanteler cette agence qu'il a dit nuisible en raison de ses recherches en sciences du climat qui risqueraient, selon lui, de gêner la croissance américaine. Si l'on supprime la production des données à sa source, effectivement, la désinformation atteint un nouveau paroxysme. Selon l'Organisation des Nations Unies, la désinformation est un phénomène très fréquent en matière de changement climatique. Et on estime que ces tendances constituent, je cite, des obstacles majeurs au progrès dans la lutte contre la crise climatique et que ces fausses informations déforment la perception de la science et des solutions en matière de climat et qu'elles sont source de confusion et conduisent souvent à une action plus lente ou même à des actions nuisibles. Fin de citation. Cette désinformation fait son lit notamment sur les réseaux sociaux, ça ne vous aura pas échappé non plus. Et pour ne pas les nommer, X et plus récemment les réseaux du groupe Meta, Instagram, Facebook, etc., qui favorisent ce genre de contenu sans algorithme de régulation. Nous allons d'ailleurs en reparler avec vous, Valérie Masson-Delmotte, qui en avait subi les conséquences. Aujourd'hui, ces meilleurs agents de la désinformation prennent de plus en plus de place dans l'espace médiatique et se substituent même aux médias classiques pour les nouvelles générations. Sans vérification des faits pour un travail journalistique professionnel, tout avis personnel devient alors vérité universelle et les fake news deviennent de plus en plus présente. Parmi les plus répandus, le climato-scepticisme arrive en 4e position, avec 29% des jeunes de 18 à 24 ans qui croient que le changement climatique est un phénomène naturel contre lequel on ne peut rien faire. Le sujet de la désinformation sur le changement climatique prend tellement d'ampleur récemment que plusieurs ONG, dont Reporters sans frontières et Greenpeace, ainsi que des scientifiques, ont publié une lettre ouverte le jeudi 14 novembre 2024, adressée aux participants de la COP29 et du G20. Leur objectif, sensibiliser au pouvoir de la désinformation qui sape les efforts pour lutter contre le changement climatique. Et pour ne pas vous laisser sur de trop mauvaises nouvelles, sachez que 2 bonnes nouvelles tout de même. Le Brésil, l'ONU et l'UNESCO ont annoncé lors du G20 le lancement de l'initiative mondiale pour l'intégrité de l'information sur le changement climatique. Ils souhaitent unir leurs forces pour renforcer la recherche et les mesures visant à contrer les campagnes de désinformation qui retardent et perturbent l'action climatique. Et ensuite, le journal La Croix a titré dans sa première une de l'année, donc au début 2025, « Parlons écologie, mieux, davantage, avec tous », en y prenant 10 engagements pour y arriver, notamment le point 9, qui rejoint le sujet de ce soir, prendre rendez-vous, c'est-à-dire que La Croix prévoit plusieurs temps forts rédactionnels au cours de l'année 2025 sur le climat, notamment à l'occasion de la COP30 du climat au Brésil en novembre. Et ce genre d'initiative pourrait permettre de débunker certains arguments climato-dénialisme. Dans le monde de la désinformation scientifique, en effet, un sujet préoccupe les scientifiques plus que tout, c'est la géo-ingénierie, c'est notre dernier point de la soirée. Le principe de la géo-ingénierie pourrait se résumer en ces quelques mots. Il s'agit de contrôler nous-mêmes le climat plutôt que d'arrêter de le dérégler. Largement vue comme une idée digne de la science-fiction il y a quelques années, elle s'immisce pourtant de plus en plus dans les discours politiques, économiques et dans les conférences scientifiques. Plus précisément, la géo-ingénierie désigne un ensemble de techniques conçues pour limiter, voire inverser les effets des émissions de CO2, comme la fertilisation à grande échelle des océans pour pomper du carbone, pourquoi pas, l'injection d'aérosols dans l'atmosphère pour la refroidir, ou encore des billes de silice pour réenglacer les régions polaires. Je vous laisse imaginer. L'idée de contrôler le système climatique par des expériences d'apprentis sorciers, comme étaient auparavant désignés les défenseurs de la géo-ingénierie, soulève pourtant de nombreuses inquiétudes parmi les scientifiques, en parallèle de sérieux doutes quant à son efficacité. Les scientifiques pointent la pollution directe de l'environnement qu'elle entraînerait, les effets secondaires indésirables et surtout imprévisibles, les coûts colossaux et la réorientation des fonds économiques dans ce projet chimérique au lieu de se concentrer sur les efforts de la décarbonisation. Pour de nombreux chercheurs, la géo-ingénierie présente des solutions à la fois
peu fiable, mais aussi irréalisable, voire dangereuse, et constitue une source de distraction à un moment critique. L'enquête ici à l'écran de la chercheuse marine de Guglielmo Weber et du journaliste Rémi Nouillon, qui s'appelle « Le grand retournement, comment la géo-ingénierie infiltre les politiques climatiques », qui est paru en 2024, plonge dans les méandres de ces projets et de leur idéologie. Elle raconte comment cette idée de science-fiction s'est peu à peu devenir un objet d'étude bien réel et parfaitement entendable par de grands acteurs politiques et économiques. La COP28, qui s'est tenue à Dubaï en 2023, en a fait un sujet incontournable. Dès le dialogue de Petersberg sur le climat à Berlin, auquel s'étaient réunis une quarantaine de dirigeants internationaux en vue de préparer la COP28, le sultan Ahmed Al Jaber, alors président de cette COP, a souligné l'importance de développer des technologies de captage du CO2, estimant que les énergies renouvelables ne pouvaient être la seule solution au problème du réchauffement climatique. Dans l'idée, il faudrait plutôt réduire les gaz à effet de serre a posteriori par le biais de technologies futures de capture du carbone plutôt que de s'acharner sur la question des émissions. Ainsi, voilà toute trouvée la solution permettant de préserver les intérêts économiques des produits exportateurs de pétrole sans s'opposer aux objectifs de réduction de carbone. L'inquiétude des scientifiques est vive, car la mise en valeur de telles solutions conduirait au report de décisions politiques fortes dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre si celles-ci se retrouvent relativisées au second plan par des solutions a posteriori. La géo-ingénierie offre ainsi une porte de sortie alléchante qui permettrait de changer le climat qui nous pose problème plutôt que le système qui nous sied. Si cette propagande techno-solutionniste promet demain de compenser les efforts non consentis aujourd'hui, comme l'écrit le média Reporter, on peut craindre de voir se concrétiser une paralysie des négociations et des efforts politiques. Nous pensons qu'il est urgent d'apporter un regard critique sur les dangers de ces solutions pour ne pas s'y enfermer et manquer notre chance de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Merci Emma. Et maintenant, comme vous l'attendez tous, on va passer au moment de la table ronde. Donc voilà le paysage de notre séminaire. Et pour répondre à nos questionnements ce soir, donc, nous allons nous tourner vers vous, Valérie Masson-Delmotte, Jean Sauvignon et Fabrice Rousselot, pour commencer cette table ronde qui se terminera vers 19h30. On est tout pile dans les temps. Donc nous avons 1 heure pour discuter. Et la première question pour vous, Fabrice Rousselot, comment est menée actuellement la couverture journalistique des COP ? Vaste question. On n'a qu'1 heure, vous êtes sûr. Déjà, merci pour cette introduction qui était quand même assez large. Comment est menée la couverture journalistique des COP ? Ce que je vais dire, de toute façon, j'essaie de faire quelque chose d'assez synthétique, mais qui revient sur 30 ans de couverture de tous les enjeux climatiques. Aujourd'hui, les couvertures des COP, ça reste un événement qui est couvert de façon, j'allais dire, assez régulière par les médias. Ce qui est vrai, c'est que c'est moins couvert qu'il y a quelques années. Il y a beaucoup moins de sujets. Moi, j'ai supervisé une dizaine de COP, de couverture de COP. On fait beaucoup moins de sujets. Il y a beaucoup moins d'angles, il y a beaucoup moins de préparation. Il y a quelques années, on préparait des sujets par rapport à certaines COP, par rapport aux thématiques. Et on les passait tous les jours, pendant la semaine, pour avoir des rendez-vous. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors, à quoi c'est dû ? Compliqué, on va en parler aujourd'hui. C'est dû aussi à une perception qui n'est pas forcément la meilleure, ou qui n'est pas forcément la bonne, mais qui est celle des journalistes. J'ai souvent entendu dans les conférences de rédaction autour des COP, de toute façon ça ne sert à rien, il ne va rien en sortir. Et c'est vrai que si on commence comme ça, on a du mal à aller jusqu'au bout et à comprendre les enjeux. Donc ça, c'est la première chose. Il y a peut-être cette perception et qui, quelque part, en creux, pose la question du rapport entre les journalistes et d'expertise journalistique et des experts et de ceux qui connaissent les enjeux de ces réunions-là. Donc ça, c'est une première constatation. Il y a une certaine lassitude. On n'en veut plus. Il va rien se passer. Et c'est vrai que après, si je renverse, j'allais dire, et si je regarde de l'autre côté du miroir, il y a eu des questionnements sur si je prends les 2 dernières COP, celle de Dubaï ou celle de Bakou, sur pourquoi on les a fait à Dubaï et Bakou quand même avec des intérêts qui ne sont pas forcément dans le bon sens. Est-ce que le fait d'avoir des décisions unanimes, ça peut être remis en cause ou est-ce que ça bloque ? Et on a l'impression que du coup la couverture se contente aujourd'hui journalistique de faire une espèce de compte-rendu un peu de ce qui se passe, et avec une fin, ou en tout cas une conclusion qui est pas très claire, et qui ne permet pas d'éclairer
ces sujets-là. Et ça devient difficile. Alors après, juste pour pas être complètement pessimiste, on revient de loin quand même. Hein. Moi, j'ai travaillé 30 ans à Libération, et j'étais en direction de Libération pendant une dizaine d'années à différents postes. On a lancé un service Planète à Libération dans les années 90. Je vous assure, quand on a lancé ça, on avait en face de nous des gens qui disaient « mais à quoi ça sert votre truc? Ça va servir à rien, on s'en fout, etc. etc. » Donc, on revient de loin. Et pour revenir aussi et abonder dans un sens et être un peu plus optimiste, il y a aussi beaucoup de médias aujourd'hui qui se créent autour des enjeux climatiques. Il y a Vert, il y a Reporter, il y en a plein. Il y a de plus en plus de newsletters autour du climat. Donc je pense qu'il faut être complètement pessimiste. Il faut juste arriver à mieux comprendre et à faire mieux comprendre aux médias les enjeux de ces COP-là. Peut-être mieux, et ça c'est une question pour Valérie Masson-Delmotte, mieux les préparer, ou en tout cas mieux en rendre compte par rapport aux médias et à répertorier ces enjeux. Et si ce dialogue entre scientifiques et journalistes est plus performant, je pense que la couverture sera plus performante. Et justement, Valérie, vous qui avez une certaine expertise des COP, est-ce que vous avez remarqué, notamment depuis la COP 21, une différence dans vos interactions avec les journalistes sur place lors de ces conférences? Alors, en fait, la première COP à laquelle j'ai été, c'était la COP 15 à Copenhague. Il y avait un side event, un événement parallèle autour d'aspects liés aux régions polaires. Et moi, je participais avec mes collègues danois sur un forage au Groenland. Et donc, il y avait un espace vraiment très ouvert d'échange. Et j'avais eu l'occasion d'aller regarder l'intérieur des négociations. C'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Quand on est scientifique, on est assez efficace dans l'utilisation du temps. On partage des faits. Donc dans le cadre d'une négociation, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est le jeu d'acteurs très préparé, les diplomates, les blocages parfois pendant des heures sur des points de détail, mais qui font l'objet d'une négociation d'ensemble, dont on ne peut comprendre les éléments qu'avec pas mal de retours d'expérience, je pense. Et donc, je prends l'exemple de la COP 15 comme point de départ, qui est intéressant parce que c'était un moment de blocage très dur, présenté comme un échec, absence d'accord universel. Après, il y a eu tout un travail diplomatique, en fait, soigneux, méticuleux, de reconstruction d'accords, en fait, graduels, qui ont abouti à la COP 21, avec l'accord de Paris dit à vocation universelle. Mais celui-ci, finalement, pour moi, il a passé outre un certain nombre de points de tension. Ne serait-ce que la responsabilité commune mais différenciée, qui est un des fondements de la Convention climat, et qui finalement, pour chercher un accord universel, a été un peu masqué dans la rédaction de l'accord de Paris. Et ces enjeux-là, l'action trop lente des pays les plus riches, la vulnérabilité grande des pays les plus fragiles, l'absence de financement, tout ça ressort maintenant, notamment à la COP 29, forcément. Donc on est encore, je pense, à un moment un peu charnière. Et après, souvent, le récit qui est fait, je trouve, dans le traitement médiatique, il peine à montrer à la fois ce qui a avancé, les positions d'acteurs, les jeux d'intérêt, et puis après, ce qu'on peut attendre d'une COP. Et ce qu'on peut attendre d'une COP, c'est ce que les pays ont mis sur la table avant, c'est la feuille de route des diplomates, et il y a assez peu de surprises à ce moment-là. Donc les choses qui m'intéressent dans le contexte actuel, c'est par exemple toutes les tensions entre pays qui ont été mises sur la table de manière limpide lors des auditions devant la Cour internationale de justice, saisie par l'Assemblée générale de l'ONU, sur des questions fondamentales de justice climatique, les obligations des États par rapport aux dommages sur le système climatique, la question du commerce, notamment d'énergie fossile, les droits humains fondamentaux dans les communautés les plus fragiles. Et donc là, chaque pays a envoyé un juriste expliciter sa position et sa lecture de ces enjeux-là. Tout est sur la table, il y a de quoi faire un travail génial. Par rapport aux faits scientifiques, par rapport au cadre actuel de l'accord de Paris et des négociations pour préparer la COP 30. Je trouve que la matière qui est là, elle est vraiment formidable. Et puis après, il y a la question qui était posée, c'est la place des scientifiques. Quelle est la place des scientifiques dans une COP? Vous avez des pays qui viennent avec leurs experts dans les équipes de négociation, qui sont importants sur des points très techniques. Donc il y a une place là qui est un peu invisible, mais qui est une place d'experts en appui aux négociateurs. Après, vous avez les organisations scientifiques qui, pour les COP, avant les COP, font le maximum pour fournir des éléments de réactualisation, d'état des connaissances. Bon, les rapports de l'UNEP, par exemple, Programme des Nations Unies sur l'environnement, sur le décalage entre les objectifs et puis les engagements, pareil sur l'adaptation. L'Organisation météo mondiale qui ramène
l'état du climat, qui fait un petit rapport d'étape à ce moment-là. Et puis après, tout un tas de scientifiques, d'universités, de centres de recherche, qui essaient tous de faire un peu de l'influence, qui arrivent parfois en ordre un peu dispersé, assez hétérogène, pas également répartis dans le monde. Et donc c'est aussi une forme de forum, un endroit de relation, d'influence, de jeu d'acteurs, où on voit aussi un jeu d'acteurs, de scientifiques qui cherchent à avoir une influence. Donc par exemple, nous, ce qu'on a fait en plus du côté GIEC qui est formel, c'est au mois de juin, pour les intercessions entre deux COP, là où il y a le travail technique, réactualiser les indicateurs clés de l'influence humaine sur le climat, sur la base des mêmes méthodes que dans les rapports du GIEC, pour éclairer, non pas les COP, mais le travail technique intermédiaire. Donc, où on en est factuellement par rapport aux objectifs et à leur mise en œuvre. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est que la place des faits scientifiques dans les COP elles-mêmes, donc elle dépend par exemple de nouveaux éléments dans les rapports du GIEC rendus avant, approuvés avant, la manière dont ils vont être reçus. J'ai un souvenir de la COP 24 en Pologne, où Trump 1, l'Arabie Saoudite, la Russie de Poutine et le Koweït avaient carrément marché sur le rapport sur 1,5 degré, enfin il n'y a pas d'autre mot, qu'on nous avait demandé à la COP 21, qu'on avait fait un gros travail pour en faire quelque chose d'utile, d'intéressant, de nouveau, puis l'a rejeté. Et ça avait créé un buzz, parce qu'il y avait une matérialisation d'une forme de conflit. Il n'y a jamais eu autant de questions de journalistes qui ont réouvert ce rapport, qui ont reposé des questions sur son contenu, qui ont interrogé les diplomates par rapport à ça. Donc ça peut être aussi les moments de tension. Sur les faits scientifiques, ça peut être intéressant comme opportunité. Donc ça a changé la façon de travailler des journalistes sur place. À ce moment-là. D'accord. Parce que ça a suscité l'intérêt. Après, donc COP25, COP26, donc Chili, Espagne et Royaume-Uni, Écosse, ont mis les stands scientifiques au centre des négociations. C'est-à-dire tous ceux qui rentraient et sortaient passaient devant le stand de GIEC, Organisation Météo Mondiale, parce que des fois c'était tout au bout du truc, écarté. Et ils l'ont mis aussi comme un élément central dans la construction de la négociation, y compris sur l'aspect océan, qui voulait faire rentrer à la COP25 dans l'espace de négociation. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est parfois on a des rapports scientifiques qui essaient d'adresser les 3 grandes conventions. Climat, désertification, biodiversité, puis en plus la sécurité alimentaire. C'est ce qu'on avait fait dans le rapport du GIEC sur les terres de 2019. Tous les observateurs ont considéré qu'il était vraiment intéressant parce qu'il montrait les réponses intégrées à des défis multiples. C'est celui qui a été le plus enterré dans le cadre des négociations internationales. Autant la COP28, sur la base des rapports du GIEC, elle a esquissé ce qu'était une transition énergétique, vu du point de vue y compris des producteurs d'énergie fossile, captage, stockage et tout le reste, mais c'était esquissé clairement. Autant ce que c'est une transformation d'un système alimentaire par rapport aux effets dévastateurs sur la biodiversité et les écosystèmes, par rapport aux effets climat, émissions de gaz à effet de serre, un tiers, et résilience dans un climat qui se réchauffe, un système alimentaire juste, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, c'est même pas mentionné. Même dans le bilan mondial de la COP28, c'est quasiment pas mentionné. Et là, c'est ce décalage entre, finalement, une évaluation scientifique avec une mise en avant de leviers d'action qui est perçue par beaucoup d'observateurs comme pertinent, intéressant, pas en silo, et puis l'incapacité à le faire rentrer dans le cadre des négociations. Et je ne pense pas que le Brésil y arrivera à la COP30. Ils vont certainement mettre l'accent sur la déforestation, mais je ne pense pas, vu le poids de l'agro-industrie, sur le système alimentaire. Merci beaucoup. La question suivante est une question auquel vous avez déjà répondu. Donc, si vous voulez réagir à ce qu'a dit Valérie Masson. Oui, je trouve que c'est très important, c'est qu'il y a un élément politique évidemment dans tout ça. C'est-à-dire qu'on parle ici des médias, des scientifiques, mais c'est l'élément politique. Et l'élément politique, et c'est là d'une certaine manière que ça peut coincer aussi. On sait très bien que c'est pas toujours dans le sens de la science. Et donc, quand on considère tous ces éléments-là, c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire que quand un journaliste qui est dans un endroit voit par exemple qu'en effet, alors soit il y a des grosses tensions, et je vous rejoins, ça peut être une couverture journalistique, parce que s'il y a des grosses tensions, on va voir pourquoi il y a des grosses tensions. Mais quand on sait, par exemple, que tel ou tel pays va bloquer et que finalement, au final, il bloque et que le résultat final, si je reviens, alors, je suis pas un expert, je vais peut-être dire des bêtises, mais si je me souviens, par exemple, de la COP de Dubaï, il y avait quand même une grosse attente sur, en gros, comment on allait sortir des énergies fossiles. Et le texte final, c'était comment on allait réduire les énergies fossiles. Alors, peut-être que c'est une perception journalistique, mais c'est vrai que moi, je me souviens que toute la couverture journalistique à l'époque,
C'était sur ce sujet-là. Là, j'aimerais avoir votre retour parce que est-ce que c'est les journalistes qui, du coup, peut-être, parce que, alors, faut être honnête, parce que c'est peut-être plus vendeur, entre guillemets, de mettre en avant des dissensions ou quelque chose qui ne marche pas plutôt qu'un accord qui est intéressant mais qu'il va falloir développer. Est-ce que là, il y avait une perception qui n'était pas la bonne, ou est-ce que les journalistes, et en tout cas la presse dans son ensemble, et ça a été le cas, et je ne parle pas uniquement de la presse française, moi je suis un grand consommateur de presse anglo-saxonne, espagnole, etc., tout le monde a titré sur un mauvais accord d'une certaine manière. En fait, moi, ce qui me semble, c'est que dans les acteurs qui façonnent le traitement des journalistes, il n'y a pas que les scientifiques, qui souvent sont un peu là en observateur, faut le dire. Il n'y a pas que les diplomates, qui souvent sont un peu silencieux dans ce contexte-là. Il y a beaucoup la société civile, et notamment les ONG, qui vont aussi construire une réaction spécifique sur certains mots, par exemple, qu'ils attendent, qu'ils ne voient pas. Et moi, ce qui m'avait frappé au moment de la COP28, on m'avait demandé j'ai fait une tribune dans Le Monde avec ma collègue suisse Sonia Seneviratne, post-COP28. C'était plutôt l'affirmation par le président de cette COP. On a gardé 1,5 degré vivant à la fin de la négociation. Il fallait quand même interpréter les faits d'une manière extrêmement optimiste. Et moi, c'est ça qui m'avait frappé, c'est-à-dire le fait de revendiquer, de s'inscrire sur des éléments factuels et l'état des lieux, les avancées de la COP28, abattre 10% des émissions des énergies fossiles si c'était mis en œuvre, c'était pas mal en fait, pour un pays pétrolier. En fait, ça nous conduirait à dépasser 1,5 degré. Et si on voulait y revenir après coup, ça voudrait dire en fait, pareil, une capacité d'élimination, des choses qui sont aujourd'hui pas du tout certaines. Et je trouve que ça a été peu abordé dans le traitement de cette COP à la fin. Et justement, je pense que ce serait intéressant d'avoir le troisième observateur. Finalement, maintenant, on a entendu le point de vue journalistique, le point de vue scientifique, et du point de vue plus de la société civile qui est en dehors vraiment du théâtre de ces négociations. Quels sont les éléments du traitement médiatique des COP qu'on perçoit, lesquels on pourrait améliorer? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, déjà, je pense que c'est important de différencier la presse écrite de la télé et de la radio. Ça me paraît capital. Quand on sait qu'en France, seulement 11% des Françaises et des Français payent pour de l'information, ça nous rappelle quand même quelque chose, c'est que c'est super qu'il y ait un très bon article de Libé sur le sujet, mais en fait, à part le titre et le chapeau, les Français n'ont accès à rien là-dedans, parce qu'ils décident de ne pas payer. On fait partie des pays d'Europe les plus bas en termes de pourcentage de la population à payer pour de l'information. Donc ça nous rappelle quand même que si Libé va faire un très bon travail sur le sujet, il faut aussi regarder ce qui se passe à la télé et à la radio. Ensuite, quand on regarde la télé, un des éléments qu'on nous rabâche sur les COP, c'est oui, mais nous on filme quoi? Parce que c'est des négociations. Donc en fait, il se passe rien. C'est-à-dire visuellement, voir des trucs qui brûlent à la rigueur, ça va, mais c'est pas l'objet des COP. Voir des startups green tech, ça peut aller si on trouve la bonne, parce qu'il y en a plein qui sont pas du tout visuels. Mais les COP, c'est très particulier parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt visuel. Donc ça me paraît aussi important. Et autre élément de contexte sur les COP, c'est le contexte très franco-français, où on a encore le gros syndrome du mort-kilomètre, où en fait on est quand même assez peu intéressé par ce qui se passe en dehors de nos frontières, pourvu qu'il n'y ait pas des millions de morts. Bon, vraisemblablement c'est pas ce qui se passe aux COP, donc en fait on ne parle quasiment pas des sujets internationaux de façon assez générale. Bon, une fois qu'on a dit ça, le traitement des COP. Le sujet des COP, non, mais ça me paraît important, effectivement. Le premier point, et je pense que c'est le premier sujet qui a été abordé, c'est le sujet de l'impression que les COP, ça sert à rien. Et ça, on nous le rabâche chaque année, encore une, c'est tous les ans, donc il y en aura encore une chaque année. On se dit, ça sert à rien. Ça, c'est gravissime, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de négocier avec juste quelqu'un, par exemple un voisin, un ami, c'est très compliqué. Bon, ensuite, est-ce que vous avez déjà eu une négociation tripartite? C'est très, très compliqué. Moi, j'ai un consortium avec plein d'acteurs associatifs. Tout est compliqué dans une négociation. Donc maintenant, on imagine faire la même chose avec tous les pays du monde, en gros, des intérêts strictement désalignés, strictement, soyons clairs, entre les pays insulaires et les pays producteurs et exportateurs de pétrole. Évidemment que l'intérêt est divergent. Donc on prend tout ça, on fait ça tous les ans, et on s'étonne que ce soit très compliqué et qu'il n'y ait pas, en sortie de COP, une solution miracle. Évidemment qu'il n'y a pas de solution miracle en sortie de COP. Le fait même d'avoir des COP est déjà une réussite. Le fait même de définir des objectifs pendant les COP est une réussite. Parce que sans objectifs, c'est impossible de les atteindre. Donc en fait, il faudrait marteler ça déjà à chaque COP. Les COP ne servent pas à rien. Les COP font bien ce qu'elles peuvent. Bien sûr qu'il y a des impensés. Bien sûr qu'on n'est pas du tout au bout de nos peines. Je ne mettrai jamais assez l'emphase là-dessus.
Bien sûr que c'est pas pratique quand c'est des pays largement dépendants économiquement du pétrole qui les organisent. Et à la fois, ils existent, donc de toute façon, il faut jouer avec. Donc je pense que c'est le premier sujet duquel il faut absolument sortir. Le côté, ça sert à rien. Ensuite, deuxième sujet sur le traitement des COP, c'est l'occasion de mettre le sujet à l'agenda. Alors oui, on en parle moins, en revanche, on en parle. Et quand même vachement plus que le reste du temps. Et ça, c'est quand même important. C'est l'occasion d'en parler, c'est l'occasion pour certains médias, et ceux qui nous suivent savent que c'est pas, on n'est pas toujours charitable avec eux, mais je pense à TF1 qui chaque année fait un gros truc cette année sur les limites planétaires, donc qui élargit la focale par ailleurs, hein, au moment de la COP en disant on va parler limites planétaires, on va pas parler juste du climat. L'an dernier c'était vraiment au cœur des énergies fossiles et de comment ça fonctionne, pourquoi c'est un problème, etc. Donc c'est quand même l'occasion de mettre le sujet à l'agenda, ça reste vrai, et par ailleurs dans d'autres pays, notamment en Europe de l'Est, c'est la seule occasion de parler du sujet, parce qu'on ne parle pas de climat le reste du temps. Et ça, c'est quand même important. En revanche, je rappelle que ça ne suffit pas, parce que les sciences sociales démontrent largement que pour qu'un sujet infuse chez les gens, il faut qu'on le martèle. C'est très bête, mais il faut qu'on en entende parler tout le temps. Et c'est quand même quelque chose qui a largement intégré l'extrême droite quand elle vous parle d'immigration tous les jours, un an avant les élections. Bah oui, c'est parce que c'est comme ça qu'on martèle un truc. Donc c'est bien que les COP permettent des mises à l'agenda, malheureusement, il ne faut pas s'arrêter à ça, sinon c'est largement insuffisant. Et le troisième sujet, c'est l'occasion justement d'élargir la focale. Alors déjà à d'autres crises, parce que la COP Biodive, je peux vous le dire, elle n'est pas couverte. Donc de toute façon, c'est l'occasion, la COP Climat, de parler aussi de la biodive. C'est l'occasion de parler de l'accès aux ressources, de l'état de nos sols, etc. C'est aussi l'occasion de parler des solutions. Et quand on parle de la fatigue informationnelle, c'est fascinant, parce que les chiffres prouvent tous ça. C'est qu'on en entend très peu parler, on trouve qu'on en parle trop, on trouve qu'on n'a pas assez d'infos sur le sujet, et ça reste parmi les 5 priorités de tous les Françaises et les Français, selon le baromètre, ça va être entre 2 et 5, quoi, en gros. Bon, ce que ça dit, c'est qu'on en entend mal parler. Enfin, sincèrement, c'est juste ça. C'est que quand, et on a montré les chiffres tout à l'heure, pendant les canicules juin-juillet 2023, on a un pic d'audience sur les sujets environnementaux. En fait, 100% de ce pic est attribuable aux conséquences. Donc oui, on en a parlé plus, 100% plus des conséquences. Bon, quand vous dites pendant 2 mois à des gens qui ont eu trop chaud qu'ils ont eu trop chaud, vraisemblablement, on sort de là insatisfait et surtout incapable de passer à l'action parce qu'on n'a pas compris que des solutions existaient. Et je pense qu'une des occasions manquées pour l'instant de la COP, c'est de mettre l'emphase sur les solutions. Surtout la COP 28 qui était à propos de phase out of fossil fuels et qui a parlé quasiment que d'énergie. C'est très bien les solutions sur l'énergie. En revanche, c'est les seules qui sont complètement immatérielles pour les gens. C'est parfaitement abstrait. Et en plus, et ça fera peut-être votre transition, ça alimente des débats absolument stériles sur les énergies renouvelables contre le nucléaire quand on est dans le contexte franco-français. Et donc ça alimente très largement, et donc on en reparlera, la désinformation sur le sujet. Eh ben non, c'est pas encore la transition. Il nous reste une dernière question, mais ça tombe bien parce que vous avez quand même fait la transition. Vous avez dit on en parle mal. Est-ce que vous pensez, Valérie Masson-Delmotte, que la parole du scientifique est correctement relayée, et si elle l'est correctement ou non, pourquoi ? Alors, en fait, j'avais envie de réagir à cette question sous 2 volets. Le premier volet, c'était des exemples de travaux scientifiques qui ont donné lieu à une mauvaise interprétation sur la place publique. Donc, par exemple, le rapport sur 1,5 degré de 2018, le budget carbone résiduel permettant de limiter le réchauffement à ce niveau-là, il a été traduit en « il reste 12 ans pour agir », ce qui est assez étrange. Je comprends l'idée de s'appuyer sur ça pour donner un sentiment d'urgence. Et en même temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas 12 ans, tout va bien, on change rien, et puis après, catastrophe. Et même les niveaux de réchauffement planétaire objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, 1,5 degré, bon, pour beaucoup de personnes, ça reste très abstrait, ça parle pas beaucoup. Mais même ça a été mal compris. C'est souvent présenté comme des seuils, comme si en dessous de cela, tout allait bien, puis au-dessus de cela, tout est hors de contrôle. Et même, 1,5 degré, c'est pas une année donnée, c'est au sens climat. C'est bon, quand ça se produit une année sur 2, on n'y est pas encore, on y va très vite. Et donc ce qu'on voit, c'est que sur des notions un peu basiques pour nous, on peine à ce que ce soit compris de manière juste. Nous, ce qu'on dit, c'est chaque demi-degré de plus, chaque dixième de degré en plus, ça va exacerber un certain nombre de risques qui eux-mêmes vont dépendre des capacités à réduire les vulnérabilités.
Et ensuite, on a des leviers d'action pour réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre. Dans certains contextes, on sait ce qui fonctionne. On sait qu'on peut avoir des erreurs, une adaptation mal pensée, une maladaptation. Je regarde Florence en le disant. On peut avoir la mise en place de politiques publiques qui vont être injustes, régressives, socialement. Voilà, donc c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, mais on sait aussi ce qui fonctionne. Et si on revient en arrière, COP15 maintenant, on voit en fait l'efficacité de certaines politiques. Ça avance, pas suffisamment, mais on sait ce qui peut fonctionner. Ça, c'est pas vraiment retraduit pour moi. Et puis, dernière chose que je voulais mentionner, c'était le fait que bien expliquer que c'est pas les scientifiques qui vont trouver la feuille de route, bien l'expliquer. Montrer que c'est un objet de vie démocratique, montrer que c'est un objet de délibération. Il y a des options qu'on peut déployer, propres à chaque historique, à chaque contexte, selon les choix de société. Le nucléaire, tout le monde n'aura pas envie, ou les capacités techniques, de sûreté, de le mettre en œuvre. Nous, on a un historique, on n'est pas comme d'autres pays sur ce sujet-là. Et donc, arriver à montrer aussi la partie factuelle scientifique, et puis ce qui relève de choix de société, d'enjeux de délibération. Et il me semble que pour rendre les COP intéressantes pas pour les journalistes ou les scientifiques ou les diplomates, mais intéressantes pour la société, en faire un moment de réflexion, il faut arriver à les rendre un peu plus citoyennes. Enfin, je sais pas, à les mettre, à les ancrer plus sur, par exemple, des retours d'expérience dans des contextes un peu similaires, qui pourraient être inspirants. Ou au contraire, montrer l'obstruction, c'est aussi un bon truc à montrer, l'obstruction. Ce qu'on peut graduellement construire patiemment, puisqu'il peut être détruit. Voilà, donc ça, je pense que ce sont pour moi des choses importantes. Et puis, dernier volet sur la place des sciences. Donc, j'ai eu plusieurs moments d'échange récemment avec des spécialistes de relations internationales de diplomatie. J'ai aussi vécu, pas dans un cadre de COP, mais dans le cadre du traité de l'Antarctique, une situation similaire. C'est qu'on voit maintenant dans le monde des diplomates qui, contre les faits scientifiques établis par les scientifiques de leur propre pays et les autres, rejettent ces connaissances scientifiques. Et ça, c'est nouveau. Ça n'a pas été le cas de ma propre expérience sur les années précédentes. C'est très préoccupant, le fait d'essayer de saboter quelque part, le fait d'avoir un socle scientifique commun, séparé des négociations, reconnu comme une base. Je suis très inquiète de ce que fera la nouvelle administration américaine. On l'a déjà vu un peu à l'œuvre, mais je pense moins préparée précédemment. Et puis la deuxième chose, c'est le fait de vouloir, pour le cycle du GIEC qui a démarré là, retarder le rendu des rapports du GIEC. Donc ce sont des diplomates qui font tout pour retarder le rendu du prochain cycle du GIEC et le désynchroniser des bilans mondiaux de l'accord de Paris. Et ça, c'est important, c'est-à-dire c'est enlever, au moment des négociations, un moment où on fournit un socle scientifique commun reconnu par tous. Et c'est un deuxième point pour moi de préoccupation, et je pense qu'en filigrane, ça montre l'importance et la puissance de ce socle scientifique. Si on veut l'écarter, ou aux États-Unis, si on veut le faire taire quelque part en ce moment, c'est qu'il pèse, et qu'il pèse devant la société par rapport à une forme d'héritage qu'on a un peu tous en commun, de rapport aux faits scientifiques, d'héritage des Lumières, quelque part. Voilà. Et il est menacé maintenant. Et est-ce que cette fragilisation, finalement, fait aussi le lit de la désinformation ? Est-ce que ce pessimisme et la fragilisation font le lit de la désinformation, selon vous, Fabrice ? Oui, en partie. Après, la désinformation, elle est malheureusement, elle s'est répandue sur plein de sujets depuis longtemps, et avec, c'est vrai, avec des moyens qui n'existaient pas avant. Moi, je donne des cours, j'ai donné des cours, j'ai participé à des conférences de désinformation. Moi, je dis toujours, la désinformation, elle a toujours existé. Elle a existé depuis, elle a toujours existé. Ce qui a changé, c'est les moyens de propagation et de diffusion de la désinformation. C'est-à-dire qu'on sait en moyenne que une fake news voyage 6 à 20 fois plus vite, suivant les médias et les réseaux sociaux, que l'information elle-même. Si on parle de X, on voit très bien que on va encore un peu plus loin, puisque là, il y a carrément les algorithmes qui favorisent la désinformation. Donc c'est vrai que cette désinformation, et notamment la désinformation au niveau de tout ce qui est climat, elle existe, elle s'est développée, elle a pris une ampleur importante. Un autre test où on a vu, j'allais dire en live aussi, ce qui se passait sur la désinformation, c'était évidemment le Covid, la santé, où on a vu que tout d'un coup, ça partait dans tous les sens. Et ça, c'est un vrai problème journalistique, mais c'est un problème de société, tout simplement, parce que qu'ont mis en place les médias pour faire face à la désinformation ? Ils ont mis en place plein de choses.
Est-ce que ça suffit? Certainement pas. Mais il y a quand même beaucoup de médias qui ont mis en place du fact-checking, que ce soit Libération, que ce soit l'AFP. Enfin, il y a des moyens énormes qui sont mis en place. Néanmoins, ça reste un phénomène qui est un phénomène inquiétant. C'est pas un phénomène qui est en train de réduire, de se réduire. Au contraire, ça gagne et c'est de plus en plus répandu. Et donc, on doit avoir scientifiques, société civile, j'allais même dire politique et journalistes, une attitude ou en tout cas une façon de contrer cette désinformation. Et l'une des façons de faire, c'est justement de se reporter par rapport à l'expertise, c'est d'arriver à la mettre en avant, à mettre en avant les faits. Moi, les États-Unis, c'est un pays que je connais par cœur. J'y vis depuis 20 ans ou presque, en alternance avec la France. Ce qui arrive avec Trump, c'est de la désinformation d'État. Moi, j'appelle ça de la désinformation d'État. Ça, c'est compliqué, parce qu'il y a des moyens énormes. Alors, avant le premier mandat, il a commencé, je ne sais plus quel est le chiffre, je me souviens de la moyenne. Trump disait, pendant son premier mandat, en moyenne, 21 fake news par jour, ou erronées. Donc, vous imaginez le travail pour un média de débunker 21 fake news par jour. C'est un travail de fou. Et en fait, on ne peut pas faire ça. Personne ne peut le faire. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'il s'est testé d'une certaine manière dans son premier mandat. Et aujourd'hui, il a tous les moyens, puisqu'il a X, il a sa propre plateforme. Donc, on peut craindre, encore une fois, une désinformation qui va s'amplifier. Mais il faut qu'il y ait une réponse face à ça. Il faut qu'il y ait une réponse qui soit, à mon avis, une réponse commune, où justement la science, la presse, mais aussi la société civile et aussi les décideurs arrivent à faire front à ces désinformations-là en travaillant sur les faits, en mettant en place les vrais enjeux. L'une des bonnes nouvelles sur Trump, c'est que, pour être tout à fait honnête, sur tout ce qu'il dit, il arrivera à faire à peu près 30%. Mais c'est déjà beaucoup trop, 30%. C'est déjà beaucoup trop. Donc voilà. Merci beaucoup. Et ça fait une parfaite transition. Les faits. Jean Sauvignon, vous travaillez en ce moment sur la désinformation climatique d'un point de vue chiffre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors, on va tous balancer plein de chiffres. Je ne sais pas lesquels vous retiendrez. Bon, déjà, simplement, l'EDMO, qui est l'Observatoire européen sur les médias digitaux, recense que 11 à 12% de la désinformation actuellement qui est sur les réseaux, c'est de la désinformation climatique. Et que par ailleurs, c'est quand même plutôt en large croissance, c'est-à-dire que c'est le sujet qui explose. Ça, c'est pas très étonnant. La désinformation climatique, ça sert largement des intérêts économiques, et c'est très facile à actionner, parce qu'en fait, ça va toucher les gens dans leur chair, ça va toucher les gens dans leur peur, ça va toucher les gens dans leurs valeurs, dans leur reconnaissance. C'est très facile à actionner, vraiment, la désinformation climatique. Donc en fait, c'est très héroïste, d'un point de vue d'un acteur étranger ou d'un acteur économique, souvent les deux. Par ailleurs, les travaux, par exemple, de David Chaval-Arias, notamment le climatoscope et le politoscope, montrent que ce sont à peu près les mêmes sources et les mêmes réseaux qui étaient largement vaccinosceptiques pendant le Covid et qui sont aujourd'hui largement climato-sceptiques. C'est même littéralement les mêmes comptes dont on supprime tout l'historique de tweets et puis on les rafraîchit et puis on les réutilise pour faire la même chose avec des campagnes largement organisées. Donc ça, c'est massif et c'est un outil aujourd'hui d'ingérence étrangère. Bien identifié, ça fait partie des risques systémiques reconnus par la Commission européenne, ça fait partie des sujets qui sont reconnus dans le rapport de l'UNEP que vous citiez tout à l'heure. Bon, on a commencé à mettre doucement le doigt dessus. Nous, ce qu'on essaye de faire par ailleurs chez Quota Climat, c'est qu'on nomme désinformation climatique explicitement. Là, on fait un peu le lien entre les deux, mais vaguement. On dit désinformation, c'est grave, climat, c'est grave. Désinformation climatique, on a du mal à le toucher. Mais oui, ça c'est évidemment, je pense, l'un des grands sujets de l'année. Il y a plein de sujets de l'année, mais l'un des grands sujets sur lesquels il va falloir avancer. On travaille aujourd'hui à la détection de cette désinformation climatique de façon automatisée par l'IA. Voilà, ça c'est ce que je fais à peu près à temps plein en ce moment. J'ai pas de chiffres liés à ces travaux parce que on n'a encore rien publié officiellement. Par contre, dans le fait d'être en train d'apprendre à des modèles à le faire, j'ai des choses qui ressortent évidemment. Moi, j'ai testé il y a 2 semaines, j'avais vraiment envie de faire un test live et on a eu sur les médias traditionnels 31 cas à risque, dont 9 qui étaient explicitement de la désinformation dans les médias traditionnels sur une semaine. Ça fait 500 par an.
Ça vous paraît peut-être pas grand-chose comparé à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais ça me permet d'embrayer quand même sur un point qui me paraît crucial, parce qu'on dit beaucoup que les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux et que c'est ça le problème, et que donc en fait la tendance générale, et c'est la tendance dans les EGI par exemple, les états généraux de l'information commandités par Emmanuel Macron, c'est de dire le problème il est ailleurs. Le problème c'est les réseaux, le problème c'est l'IA, mais c'est surtout pas ce qu'on a aujourd'hui, notre système, notre socle, etc. Bon, déjà, à peu près 10 à 20% des gens font confiance sur les sujets environnementaux à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, contre 65 à 70% dans les médias traditionnels. Ce que ça veut dire, c'est que le moment où la désinformation climatique, elle passe du périmètre des réseaux sociaux au périmètre des médias traditionnels, là, pour le coup, c'est perdu. Parce que la désinformation climatique, elle devient normalisée, et donc on rentre dans ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire les faits, c'est terminé, et on met au même niveau faits et opinions. Quand on met au même niveau les faits et les opinions, ça veut dire qu'on va opposer avec grand plaisir, au titre du pluralisme, un climato-sceptique notoire, avec surtout pas un climatologue, ce serait trop facile, avec par exemple Sandrine Rousseau. Comme ça, on demande à une représentante politique de porter le combat de la remise au niveau des faits. Et on est certain de l'effet. C'est un cocktail explosif de faire ça. D'accord ? Donc cette entrée dans l'ère de la post-vérité me paraît gravissime. Et nous, ce qu'on rappelle éternellement, c'est les rôles, justement le rôle déontologique des médias là-dedans. C'est un métier des faits, le journalisme. Et on a la chance, en France, quand même, d'avoir des médias, pour le coup, qui ne sont pas censés être des médias d'opinion, notamment notre audiovisuel. C'est pour ça qu'on a obtenu, en 2024, la première sanction financière contre CNews pour désinformation climatique. Une première mondiale, quand même. Donc on essaye de poser petit à petit un socle de jurisprudence. Mais en tout cas, là, le phénomène, il est très réel, très grave. Et, parce que je viens de citer CNews, malheureusement, il ne touche pas du tout que les médias les plus catégorisables à l'extrême droite, quoi. Aujourd'hui, on a eu, nous, des saisines donc, de l'ARCOM pour une émission sur Inter, Zoom Zoom Zen, vous l'avez peut-être vu, pour des cas sur BFM, sur LCI. En fait, ça se banalise. On a eu France Info pendant l'heure américaine, vous allez me dire c'est lié aux invités, évidemment, hein, mais où le représentant des républicains américains qui est venu, c'était donc un débat pendant l'heure américaine, et lui, il soutenait mordicus que de toute façon, tout ça, c'était de la connerie. Le problème, c'est que les journalistes qui sont là dans l'animation, leur boulot, c'est de nous ramener aux faits. Quand ils ne le font pas, en fait, on rentre dans la désinformation. Et c'est pas le journaliste qui y croit pas. C'est juste qu'à ce moment-là, c'est malheureux de le dire, mais il fait pas son travail. Et donc, ça normalise un truc. Et quand c'est sur France Info, c'est d'autant plus grave, parce que ça y est, c'est dans des cercles très très larges. Bon, j'ai plein de choses à dire, mais on va passer la parole. Fabrice Rousselot, vous avez assisté récemment aux États généraux de l'information. Donc déjà, si vous pouvez expliquer un peu ce que c'est au public. Et est-ce que, pendant ces États généraux de l'information, vous avez aussi identifié des leviers pour justement lutter contre cette désinformation ? Alors, j'ai pas assisté, j'ai participé, et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que autant je suis pas complètement d'accord avec tout ce qui s'est dit, ce qu'il en est sorti, je pense qu'il aurait dû en sortir plus, autant je pense que le constat de la responsabilité média a été posé. Moi, j'étais dans le groupe 2, qui était sur justement, en gros, la qualité de l'information, le rapport aux citoyens, et on a posé le problème de la qualité média. Et par rapport au débat qui est celui de ce soir, ce qu'on a posé de façon évidente, c'est le déficit de formation scientifique des journalistes, qui est quelque chose qui est absolument incroyable, et qui est assez spécifique à la France, je dois dire. C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, pour plein de raisons, notamment parce qu'il n'y a pas des écoles de journalistes de la même façon, etc. Et il y a des efforts. Donc, il y a des efforts qui sont faits en France. Il y a beaucoup d'écoles de journalistes qui font un peu de formation scientifique, mais c'est pas suffisant. On se rend compte que, en fait, il y a lors de ces états généraux d'information, mais bien avant et bien après, on a ce constat-là qui est de dire comment on fait pour que justement les journalistes soient mieux armés. En matière économique aussi, c'est quelque chose d'assez simple. Eh bien, il y a très peu de formations, en tout cas de journalistes qui arrivent formés en économie. Un exemple très bête que je donne tout le temps par rapport à toutes ces interventions, ces débats qu'on a, c'est pendant le Covid, alors que nous, j'étais à The Conversation, etc., où The Conversation est un média qui fait travailler les experts, etc., mais on a reçu plein de coups de fil de médias, je ne vais pas donner leur nom,
mais qui étaient complètement affolés parce que leurs journalistes ne comprenaient même pas les enjeux. Ils ne savaient même pas de quoi ils pouvaient parler. Et nous demandaient, mais donnez-nous des gens, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, ça montre bien que pour un pays comme la France, qui a une presse comme une presse de qualité, il y a un souci au niveau de la formation journalistique. Comment on fait en sorte que les journalistes, au-delà de leur culture générale, soient beaucoup mieux formés sur des sujets bien précis. Et ça amène tout un tas de dysfonctionnements. Le premier étant en effet qu'on manque de gens, mais surtout, il y a des incompréhensions. Il y a le fait qu'il n'y a pas les capacités ou les éléments supplémentaires auprès des jeunes journalistes ou même des journalistes plus confirmés pour comprendre ce qui se passe. Et quand on ne comprend pas ce qui se passe, moi je dis toujours, le journaliste, c'est quand même c'est informer et expliquer. Si on ne comprend pas ce qui se passe, on va mal informer et on va très très mal expliquer. Et ça, c'est un souci sur lequel on travaille. On reparlera de la mineure et d'autres choses, mais c'est un souci, c'est quelque chose qui a été identifié, et ça c'est le côté positif, depuis 5-6 ans maintenant en France. Il y a des médias qui se sont formés et qui se forment autour de cette problématique-là, qui est de dire comment on fait pour que justement, dans la culture journalistique, il y ait plus de culture scientifique. Et je parle au sens large du terme, hein, pas uniquement sciences dures, mais scientifique. Et je pense que ça, c'est très important. Et ça, c'est vraiment un élément central du débat. Aujourd'hui, en France, les journalistes qui arrivent et les journalistes qui sont là n'ont pas suffisamment de culture scientifique. On fait des formations dans certaines rédactions, on essaie de rattraper, ce qui est déjà beaucoup, mais il faut traiter ça au départ et donc au niveau de la formation journalistique. Valérie, vous vouliez rebondir ? Oui, rajouter quelques éléments de réflexion. Donc le premier, c'est est-ce que dans les médias, on donne à voir les méthodes d'obstruction pour les expliquer aux gens ? Donc, il y a par exemple un livre Oxford University Press publié l'année dernière, Obstruction climatique, des travaux en sciences sociales, hein, c'est pas mon domaine. Aux États-Unis, bon là, il y a un long retour d'expérience depuis les années 80, les méthodes de relations publiques, l'astroturfing, c'est-à-dire tester des idées, puis après les rendre publiques, puis après un tas de gens que ça sert, ça fait écho à leurs valeurs qui s'en font les relais. Et donc on a l'impression que c'est un mouvement de masse, alors qu'en fait c'est construit. Enfin voilà, hein, c'est ce genre de choses. Et donc dans ce livre-là, il y a des études dans 11 pays d'Europe qui sont vraiment intéressantes parce que l'Irlande, ce qui fait, ce à quoi on veut faire obstruction, qui a envie de faire obstruction à quel levier d'action, c'est pas la même chose qu'en Allemagne ou qu'en Italie ou qu'en Norvège. La France n'était pas étudiée dans ce livre-là. Mais c'est intéressant justement de déplacer le regard et de voir dans tel pays, finalement, les acteurs, mettons, agro-industrie ou les acteurs, je sais pas, automobiles lourdes ou les acteurs industrie du gaz, voilà les méthodes qui ont été mises en œuvre, voilà les réseaux qui ont été actionnés. Et voilà la confusion que cela crée. On connaît aussi les discours principaux d'inaction qui sont récurrents. Moi, j'ai souvenir d'avoir entendu 2 fois de suite la même semaine. Pour la première fois, la France, c'est 1% des émissions de 2 élus. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, coïncidence. Mais en fait, voilà, c'est des choses en fait, qui sont construites, qui circulent, qui marchent, qui sont repris. Et je pense que c'est important aussi à un moment donné, pour nous, scientifiques, de pouvoir y répondre. C'est ce qu'on avait fait, par exemple, dans les livres CNRS, Tout connaître ou presque sur le climat. On avait pris les idées reçues qui circulaient. Et puis, à l'inverse, ça a été une analyse des faits scientifiques pour les rendre un peu accessibles. Et le CNRS était très content parce que ça a été très largement vendu, parce que ça répondait à un besoin, c'est-à-dire d'apporter quelque chose de crédible, mais aussi en répondant implicitement aux choses qui circulent. Et la dernière chose où moi je suis un peu démunie, c'est sur les événements extrêmes. Donc, les sciences du climat, elles ont fait des progrès sur l'attribution. Sur un événement à fort impact, on peut poser un diagnostic. Ça a été rendu plus probable, plus intense. On peut arriver à comprendre la part climat et puis la part erreur d'aménagement, manque d'alerte et tout le reste. Hein. Et à ce moment-là, il y a vraiment un foisonnement de désinformation, en plus des trucs précédents, clivant sur chaque levier d'action, avec la construction de nouveaux boucs émissaires. Et ces boucs émissaires, ça va être par exemple les défenseurs de l'environnement, parfois les scientifiques du domaine. Et ça, c'est assez redoutable, et j'ai pas vraiment de clé, moi, pour savoir comment on peut répondre à ça. Et je pense que pour l'instant, on est globalement très démunis. Il y a quelques travaux scientifiques qui suivent cette désinformation au moment des événements extrêmes dans différents contextes. Je pense que c'est structuré, c'est pas fortuit. Mais on est assez démunis pour y répondre. Et quand on répond un peu plus tard, c'est fini, en fait. Le rideau de fumée a fait son effet, quelque part. Merci beaucoup, Valérie Masson-Delmotte. Et peut-être de manière équilibrée, avant de vous poser la prochaine question, est-ce que vous souhaitez réagir sur ce sujet ? Ouais, je pense que c'est assez important. Je vais rebondir sur chaque élément, juste sur les EGI. Effectivement. Est-ce que c'est possible de définir ? Les états généraux de l'information, peut-être
C'est quelque chose qui a été décidé, pour le coup, je crois vraiment par Emmanuel Macron lui-même, de dire on va reposer à plat, on va faire une grande consultation, parce que ce qu'on aime, c'est les grandes consultations. Voilà. Donc, et c'est quoi, 10 mois de travail, je pense, pour essayer. Beaucoup de travail, ça. Ouais. C'est beaucoup de travail. Non, mais juste, je réponds très rapidement sur les EGI. Moi, je donne ma position parce qu'elle était assez... Moi, j'ai mis longtemps à me décider de savoir si j'allais participer à cette chose-là. Et ma position, pour le dire très, très franchement, c'était celle-ci. Quand on est dans un avion qui se crache, je préfère être dans l'avion et essayer de faire en sorte qu'il ne se crache pas plutôt que de regarder, de dire regardez, qu'est-ce qu'ils font, ça sert à rien. Et c'était ça ma position. Ce qui ne veut pas dire qu'on a abouti à tout, et loin de là, mais qu'au moins, il y a quelque chose qui... Voilà, on essaie de faire quelque chose. Voilà, juste de façon anecdotique. Je partage pleinement, parce qu'on a commenté sur le site du CESE toutes les appels à contribution, on a voulu y participer également, mais l'une des conclusions moi, que je trouvais dommage, c'était de mettre beaucoup l'emphase sur l'éducation aux médias. Ça, c'est la politique des petits gestes, c'est le citoyen ou la citoyenne qui est responsable, alors c'est vrai que ça fait partie de, bien sûr, mais ça oublie toujours le rôle vraiment du système. Parce que l'éducation aux médias, c'est super sympa, mais déjà, c'est pas mes 2 enfants de 1 et 3 ans qui vont faire quelque chose au changement climatique actuel. Et ensuite, c'est très facile de faire un recul sur les sujets. Donc oui, on peut espérer que le progressisme soit une belle ascension linéaire, mais les backlash, qui se soient sur les sujets féministes ou environnementaux, ça existe, et donc le recul, il peut être colossal. Donc sur les EJ, bon, c'était nous un des grands sujets qui nous avait un peu frustrés. Sur le sujet de la formation, en revanche, que je trouve évidemment capital, ça rejoint aussi la formation transversale, parce qu'en fait, un des gros enjeux pour parler plus des sujets environnementaux et mieux des sujets environnementaux, c'est d'en parler en dehors des sujets environnementaux. D'accord, c'est de parler environnement quand on parle d'économie, quand on parle pouvoir d'achat, quand on parle logement, etc. C'est bien l'objet, en fait, c'est désiloter l'environnement. Nous, quand on dit qu'il faut en parler plus et qu'on dit que ce serait bien 10-15% de couverture, on ne dit pas qu'il faut quintupler le nombre d'émissions dédiées aux limites planétaires. C'est assurément pas l'objet. En revanche, ça nous paraît déraisonnable de parler voyage, tourisme, alimentation, logement, pouvoir d'achat, que sais-je, en fait, sans avoir une petite lumière qui clignote et qui dit bon, il se passe quelque chose, donc ça doit faire partie d'un tout. Donc je pense que c'est là aussi où la formation aux journalistes, elle a un rôle à jouer, c'est dans la transversalité. Et les rédactions n'ont pas... personne n'a craqué parce qu'il n'y a pas une solution unique. Il y en a qui ont fait des pôles dédiés, qui viennent faire infuser du savoir aux autres. Évidemment, il y a des formations en interne. Il y a plein de formateurs et de formatrices qui bossent avec les rédactions. Mais ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'il va falloir craquer. Et je rappelle quand même un truc, c'est que, bon, évidemment, notre contexte est peut-être moins favorable que celui anglo-saxon, mais il est hautement plus favorable que l'ultra-majorité des pays. Notamment, j'étais en Lettonie il y a 4 mois, à Riga. Donc on s'est dit, quitte à aller en Lettonie, parce qu'on y allait en avion, on va rencontrer tout l'écosystème letton. Donc on a rencontré le gouvernement, les médias, les ONG, etc. En Lettonie, est-ce que vous êtes capable de deviner combien il y a de journalistes spécialisés en environnement ? 3. 0. Non mais vraiment 0. C'est-à-dire qu'on a rencontré le média d'investigation de référence là-bas, il nous a dit c'est nous les plus spécialisés de toute la Lettonie et on n'est pas spécialisés. Voilà, 0. Donc en fait, ouais, on a un sujet évidemment à améliorer, mais on a aussi un sujet à essaimer beaucoup de choses parce que ils existent. Alors, ils sont plus petits en nombre d'habitants, mais ce sujet de la formation, il va falloir très très vite penser aussi les coopérations à l'échelle européenne, protéger notre espace européen informationnel qui est quand même en roue libre puisque on a quand même un certain nombre de pays où c'est l'extrême droite qui tient la plume des médias et notamment des médias nationaux. Hein, c'est ce qui s'est passé dans des pays très très proches. Je pense à l'Italie notamment où c'est ce qui se passe. Donc voilà, c'est quelques éléments de réflexion. Merci beaucoup. Et ensuite, justement, on parle de la manière dont les scientifiques peuvent prendre la parole. Une manière qui s'est vue ces dernières années, c'était via les réseaux sociaux. Et vous avez le 20 janvier quitté le réseau social X, Valérie Masson-Delmotte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre expérience sur les réseaux sociaux en tant que climatologue et chercheuse ? Ah oui, donc moi j'ai adoré découvrir Twitter il y a longtemps, à l'époque. Parce que ce que je trouvais très chouette, c'est une forme de veille scientifique en suivant d'autres scientifiques de mon domaine. Et puis la capacité à passer d'une bulle à l'autre sur un sujet qui m'intéressait par mots-clés, trouver d'autres bulles avec des gens super compétents qui partageaient leurs réflexions, leurs connaissances. Moi j'avais trouvé ça vraiment très intéressant, instructif.
Et puis après, bon, il y a plein de journalistes, plein de politiques, donc aussi un moyen de suivre l'actualité, enfin, d'une autre manière, que je trouvais intéressant. Donc un espace, on va dire, d'ouverture et de délibération. Bon, 2022, rachat par Trump, guerre en Ukraine, influence russe et tout le reste, bon, c'était juste devenu un champ de bataille. Et c'était très frappant, parce que j'avais utilisé ce réseau pour partager les points clés de rapport du GIEC ou des réflexions sur des sujets d'actualité, mais en prenant de la distance, c'est-à-dire en essayant de les resituer un peu dans la complexité des connaissances, les limites, les nuances. Et ça avait pas mal de succès en nombre de vues et de choses comme ça. Et puis une fois que ça a été racheté, les algorithmes ont été modifiés pour rendre plus visibles les choses clivantes. Hein, c'est juste ça, je pense. Et en rendant aussi plus visibles les comptes payants. Donc moi, c'était pas mon cas. Et alors là, j'ai vu qu'en fait, j'étais enfermée dans une bulle de gens qui s'intéressaient au même sujet, ou alors exposés à un déferlement de contenus haineux, de désinformation, sans parler des photos de filles à poil, des trucs qu'on veut nous vendre de Chine et tout le reste, enfin franchement. Hein. Et donc pour moi c'était devenu hostile, mais vraiment hostile. Et notamment par rapport au fait de devoir passer, pour regarder un fil, mon temps à bloquer des comptes agressifs, des robots, des choses comme ça. Et donc, je voulais quitter ce réseau, mais pas comme ça, pas toute seule, enfin pas dans mon coin. Et donc, l'initiative, notamment lancée par David Chavalarias, elle m'a vraiment plu, parce que c'était l'idée d'en faire quelque chose de collectif, symbolique. Et aussi, en fait, un regard critique par rapport à l'utilisation de réseaux sociaux et de leurs algorithmes pour quelqu'un qui a pris position dans la vie politique de son pays, aux États-Unis, et d'autres pays. Et donc, la position de Musk, hein, notamment par rapport à des partis néofascistes, enfin, néo-nazis allemands, enfin, elle est très lisible. C'est pas fortuit. Le fait de se mêler de la vie politique au Canada ou au Royaume-Uni, c'est pas du tout négligeable. Donc c'est une intrusion dans la vie démocratique assez profonde. Et donc bon voilà, j'étais très contente d'en partir, d'arriver sur Blue Sky, de retrouver certains aspects de ce que j'aimais bien au début. Et quand on change de mode d'algorithme, c'est vraiment frappant en fait, hein, de voir qu'il y a plus cet effet de démultiplication de contenus polémiques ou clivants. Qu'on peut avoir des choses apaisées. Et alors pour les jeunes scientifiques, ce qui est pas mal, c'est que comme il n'y a pas un algorithme qui biaise, si vous payez, vous avez plein de followers, en fait, quelqu'un qui produit des contenus de qualité qui vont être repris aura ces contenus visibles. Donc je trouve que c'est intéressant parce que je vois en fait beaucoup plus les contenus produits par des jeunes scientifiques d'horizons différents, hein, de pays du monde différents, qui apportent un regard intéressant, pertinent. Voilà. Donc c'est pas une publicité pour ce réseau-là, enfin, mais je pense que ça pose des vraies questions. Et moi, je suis personnellement très affligée que les comptes de services publics, d'élus, d'instances, je sais pas, l'Élysée et tout le reste, finalement, c'est très inquiétant. Continuer à être actif sur X. Mon propre employeur, le CEA, j'ai interpellé, je suis censée être ambassadeur du CEA, j'ai eu une formation sur l'utilisation des réseaux sociaux. Du coup, je suis revenue en disant, mais pourquoi vous en sortez pas, enfin, et après, il y a une réflexion de communicants. C'est pas une réflexion éthique, c'est pas une réflexion sur l'image de l'organisme qui domine, c'est une réflexion de communicant. Communiquer, ça veut dire avoir des vues, je pense. Hein. Donc, quand on a beaucoup de personnes qui suivent un organisme sur un réseau, c'est très coûteux d'en sortir et de reconstruire ces ressources. Mais moi, l'expérience que j'ai faite, où j'avais, je sais pas, 80 000 personnes qui me suivaient avant sur X, j'ai fermé mon compte, et j'en ai, je sais plus, 27 000 sur Blue Sky, c'est qu'en fait, la qualité des interactions, de l'information qui circule est bien meilleure. Et je pense qu'en fait, l'information sur le nombre de comptes sur X, elle est très biaisée. Je pense qu'il y a beaucoup de bots, de comptes inutilisés, en réalité, qui ont assez peu de pertinence. Et donc, je me pose la question de quelle réflexion éthique collective par rapport aux institutions scientifiques et à la communication. Et plus largement, je pense que la communication institutionnelle scientifique, donc l'effet un peu marque, vous savez, on veut faire la pub de son employeur, institution, université, école. Le fait de mettre en avant chaque projet, chaque travail de recherche, en survendant un peu les résultats, c'est un peu ça, hein, ce à quoi nous pousse la communication institutionnelle. En réalité, c'est contre-productif pour la place de la science. Parce qu'en fait, ça donne une image très parcellaire, parfois un peu survendue, hein, il faut le dire, notamment par les journaux type Nature, Science et tout le reste. Pas le contenu du papier, mais le communiqué de presse. Et du coup, ça donne une image très parcellaire de l'état des connaissances qui en fait nuit au fait de permettre à une personne qui le reçoit de situer cette parcelle de connaissances dans une image plus vaste.
Je crois que vos voisins veulent intervenir très Non, rapidement avant très qu'on vite, passe aux parce que je dernières sais que ça- questions. Mais c'est un point capital, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est-à-dire que le paysage médiatique, les enjeux commerciaux, politiques derrière, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut lutter comme on le fait quand on a les GAFAM en face, quand on a des gens aussi puissants qui sont capables en fait de réduire pratiquement à néant la parole d'une scientifique ça devient compliqué. Et ça, il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un combat éthique, un combat citoyen, ça l'est évidemment, mais ça va être aussi un combat d'enjeux commerciaux, politiques, de comment on pèse, d'influence. Et là, ça devient très compliqué quand on voit ce qui se passe en effet, voilà, outre-Atlantique, où tout le monde rallie un peu la même tendance. Donc, il faut avoir ça aussi un peu en tête. Moi, ça fait 40 ans que je fais de la presse. Google a tué la presse. C'est aussi simple que ça. Alors après, on peut avoir plein de différentes appréciations, etc. Mais Google a tué la presse pour plein de raisons. Les contenus sont devenus, les contenus qui étaient payants partout ailleurs sont devenus gratuits sur Google. On a changé. Donc tous ces enjeux-là sont des enjeux très importants aussi par rapport à la discussion d'aujourd'hui. Et Jean Sauvignon, rapidement, une réaction ? Oui, rapidement, parce que généralement, quand on définit la désinformation, en fait, on met 3 choses dedans. La désinformation sur le consensus scientifique, vraiment sur l'état de la science globalement, qui peut avoir plein de niveaux. C'est pas grave, c'est pas vrai, c'est pas sérieux. Il y a plein de choses, mais en gros ça. Il y a tout le sujet sur les solutions, où on fait tout pour expliquer que c'est n'importe quoi, que de toute façon, le monde ne peut pas exister sans énergie fossile, plein de choses là-dedans. Et il y a le 3e sujet qui est le discrédit porté sur les messagers de la transition, dont font largement partie, évidemment, les scientifiques, dont les climatologues, que font partie, dans une certaine mesure, les ONG, si elles peuvent être vues comme plus biaisées que d'autres, toute la sphère de l'écologie politique, etc., etc. Et en fait, ce 3e volet, c'est très largement, mais à hauteur de plus de 90% par rapport au reste, le sujet qui est le plus exploité par les puissances étrangères. Donc en fait, c'est celui qui est instrumentalisé à dessein pour venir, et ça c'est démontré notamment pour une belle étude de la Climate Action Against Disinformation, CAAD, qui démontre que plus de 90% des ingérences identifiées par la Russie aux États-Unis sur les sujets environnementaux sont juste sur ce sujet-là. Parce que c'est le plus simple en fait, de tourner quelqu'un en ridicule, c'est très 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 facile. Je rappelle quand même que en France et donc a fortiori en Europe, on est quand même sous le cadre du DSA, le Digital Services Act, qui est censé protéger notre espace informationnel contre 2 choses. D'une part, les contenus ouvertement illicites et illégaux, ok, et d'autre part, les risques systémiques. Parmi les risques systémiques figure la désinformation climatique. Et donc je pense que c'est en tout cas nous, c'est en tant que société civile, l'un des leviers qu'on essaye d'actionner, c'est de rappeler qu'à l'échelle nationale, on a des droits à l'information, et que l'ARCOM peut en être dans une certaine mesure garante, mais qu'à l'échelle européenne, on a aussi des droits, et qu'en fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça doit être, c'est mon avis personnel, ça peut être régulé, et aujourd'hui, à tout le moins, le DSA n'est juste pas appliqué par choix politique de la Commission européenne pour réguler ce qui se passe sur Twitter, parce que simplement, ils nous ont expliqué que si on régulait Twitter, c'était la guerre commerciale encore plus que ça l'est, quoi. Donc je pense qu'on a maintenant, comme le temps passe et qu'on a balayé un spectre assez large sur la désinformation, on aimerait revenir sur un sujet plus précis qui aussi s'inscrit dans les problèmes de désinformation aujourd'hui, c'est celui de la géo-ingénierie qu'on a mentionné en introduction. Et aujourd'hui, en quoi la désinformation se saisit de la géo-ingénierie et s'en sert ? C'est un peu un sujet de rêve quand même pour la désinformation. Valérie ou Jean Sauvignon ? Ouais, moi en fait, ce sujet-là, il est monté en puissance au moment de la COP28 où je n'étais pas et où j'avais pas mal de collègues glaciologues, climatologues qui étaient sur place ou qui ont suivi des événements à distance et puis fortuitement en discutant, c'était mais c'est dingue le nombre d'événements, de tables rondes, de choses comme ça où on abordait la modification du rayonnement solaire, des interventions sur les glaciers, des interventions de géo-ingénierie polaire, des choses dont en fait ils n'avaient jamais entendu parler, c'est assez intéressant, mais qui étaient vraiment mis en avant à ce moment-là. Et ce qui est également frappant, c'est une montée des financements de fondations privées américaines sur ce sujet-là, notamment modification du rayonnement solaire et d'autres. La construction d'un certain nombre de centres à Cambridge ou ailleurs. On va regeler l'Arctique, on va réparer le climat. C'est assez chouette les noms. Finalement, c'est un petit nombre d'acteurs scientifiques, assez petits, qu'on peut tracer, de Harvard à l'Université de Chicago ou d'autres,
qui donc sont très bons pour lever des fonds quelque part. Il y a aussi des startups derrière qui vont chercher à récupérer de l'argent. Il y a une stratégie d'influence qui est très frappante. Et puis après, il y a besoin d'avoir une analyse factuelle, critique. Donc avec pas mal de collègues glaciologues, on a passé en revue les idées de géo-ingénierie portant sur les régions polaires, donc qui mettent en avant les risques, qui mettent en avant l'urgence, voire les points de bascule, pour finalement glisser vers le soutien à des solutions d'ultime recours. On n'agirait pas vraiment sur les causes, les émissions de gaz à effet de serre, mais on essaierait de déployer des choses pas vraiment testées. On a passé en revue à l'angle de la plausibilité de base. C'est quand même assez sidérant. Enfin, l'histoire des petites billes là, pour changer l'albédo de la banquise arctique. Enfin, si on voulait le produire, il faudrait autant de matériaux que toute l'industrie plastique mondiale. Enfin, juste ça, par exemple. Enfin, si on voulait mettre des barrières comme à Venise autour de l'Antarctique pour empêcher l'océan chaud d'aller faire fondre la glace par en dessous, je ne sais plus le nombre de bateaux qu'il faudrait, ou le coût par rapport aux grands barrages, aux choses comme ça. Enfin, c'est du délire, mais c'est complètement sous-estimé. Et donc, du coup, la question que je me suis posée avec ces collègues, c'est qui cela sert-il ? Qui cela sert-il ? Donc, il y a en fait une espèce de conjonction capitalisme fossile, moteur de la croissance américaine, capitalisme de la tech, qui se veut plutôt bienveillant sur les enjeux climat, mais qui a quand même pas mal besoin d'énergie. Et donc, il y a cette espèce de collusion qui finalement construit ce narratif avec une vision un peu prométhéenne. On est capable de tout faire, voilà, un peu hors sol d'ailleurs. Et derrière ça, il y a aussi cette idée qu'on fait miroiter cette idée-là, qui de toute façon ne se déploiera pas demain, reste encore assez incertaine, y compris au niveau des connaissances. Et donc, à quoi ça sert ? C'est une forme. Alors moi, je disais, le terme anglais, c'est distraction, mais j'ai vexé des collègues qui travaillent sur le sujet très sérieusement. Donc je dirais une diversion, pour être honnête. C'est pas une distraction pour le travail scientifique, c'est une diversion. Une diversion dans le débat public, une diversion par rapport aux transformations lourdes à mettre en œuvre, une diversion aussi par rapport aux moyens de ces fondations pro-climat qui finalement ne financent pas une action sur le terrain concrète, mais ça, et même une diversion, par exemple, sur, je sais pas, les calottes polaires. Il n'y a pas non plus une communauté scientifique délirante qui travaille là-dessus, sur les processus, améliorer la compréhension. Donc s'ils passent du temps de cerveau sur ce sujet-là, ils ne passeront pas à faire avancer d'autres connaissances. Et donc, c'est ce côté-là. Donc moi, je ne le vois pas comme de la désinformation. Je le vois comme quelque chose de plus profond, c'est-à-dire une stratégie d'influence, une stratégie de diversion dans le débat public, mais qui sert certaines visions du monde, certaines valeurs, certains intérêts, qui posent des questions d'éthique, de gouvernance. Il y a plein de comités d'éthique qui travaillent sur le sujet, et qui demandent aussi d'avoir de la recherche, on va dire, de services publics d'intérêt général, qui va pouvoir mettre sur la table des éléments factuels aussi, dans ce contexte compliqué. Et Jean Sauvignon, en tant qu'observateur, qu'est-ce qui transparaît de votre point de vue, ou même du point de vue de l'Observatoire des médias sur l'écologie, à propos de ces sujets ? En fait, moi, je partage ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est largement une diversion, ne serait-ce que désinformer en tout cas désinformer auprès du grand public avec la géo-ingénierie, c'est beaucoup trop compliqué. Enfin, sans rire, c'est un sujet hyper niche, personne ne sait ce que... Ah bah oui, forcément. Mais mais sans rire, c'est beaucoup plus compliqué que d'aller dire que les véhicules électriques, en fait, ça pollue plus que le thermique parce que les batteries, ou que dire que en fait le renouvelable, ça donne mal à la tête aux baleines. C'est beaucoup plus compliqué que ça, la géo-ingénierie. Et donc en fait, j'ai regardé un peu avant de venir, c'est marginal dans le débat public. Ça existe, mais c'est marginal. En revanche, je pense que c'est justement une petite musique qui monte dans la science, dans les papiers scientifiques qui sont financés pour certains, dans les négociateurs, en fait dans tout le reste. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est pas auprès de la société civile et de la population générale que la géo-ingénierie aujourd'hui suit son chemin, mais c'est bien sur tout le reste, et c'est à mon avis là où c'est grave. Donc moi je vois pas ça comme une stratégie de désinformation massive, mais plus comme une diversion, parce que oui, après avoir financé pendant 30 ans les recherches sur en fait le changement climatique n'existe pas, puis en fait le changement climatique n'est pas fait par le CO2, puis en fait c'est pas par le CO2 humain, puis en fait c'est la vapeur d'eau. Bon maintenant on tente autre chose, enfin il tente autre chose, pardon, je ne vais pas dire on. Ça me choque pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas dans le débat. Enfin, c'est très peu dans le débat public. Mais par contre, ça fait l'objet des négociations au COP, par exemple. Enfin, le CCUS, enfin les Carbon Capture Utilisation and Storage, ça fait partie des sujets qui adviennent dans les COP pour le coup. Merci beaucoup. Et enfin, dernière question de notre part au panel d'invités ce soir. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à vos questions, car votre tour arrive bientôt. C'est un sujet
complexe comme la géo-ingénierie qui nous permet de montrer un mot qui n'a pas été dit ce soir mais qui pourtant a été insinué, le mot de nuance. Le mot de nuance scientifique dans le travail journalistique, c'est très dur à représenter. On en parlait ce matin. C'est un sujet qui représente bien à quel point c'est complexe de faire un article en quelques signes sur un tel sujet. Tout à fait, mais je trouve que je trouve que la géo-ingénierie, c'est un très bon sujet pour illustrer ce qu'on est en train d'évoquer. C'est que, et je me fais l'avocat du diable d'une certaine manière, pour un journaliste, c'est un sujet compliqué, entre guillemets. C'est un sujet compliqué, pourquoi ? Et j'ai regardé, par exemple, tu as raison de dire que c'est pour un instant anecdotique, il y a quand même eu 15 articles sur la géo-ingénierie dans la presse française sur les derniers 2 mois, ce qui n'est pas rien non plus. Et ce qui est intéressant, c'est que et donc je les ai lus, moi, enfin bêtement. Hein, honnêtement, je connaissais le terme, je ne connaissais pas les enjeux. Et dans ces 15 articles, la grande majorité, en fait, c'est quoi ? Le ton, c'est que c'est un sujet controversé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi, de fait, le journaliste considère que c'est un sujet controversé. C'est parce que, comme le disait Valérie, il y a 2 camps. Il y a des scientifiques qui sont mis du côté, voilà, qui sont pour, etc. Et j'allais dire, ça, c'est l'un des sujets. Moi, je vois sur les réseaux sociaux les débats sur les pesticides. Je suis désolé, si vous n'êtes pas expert, moi je vous défie de comprendre les enjeux sur les pesticides, de savoir si oui ou non celui-ci est cancérigène ou pas. Parce qu'il y a des experts des 2 côtés. Alors, je sais que encore une fois, votre position de scientifique, et ça peut, mais moi je me place du point de vue du public, ça devient très compliqué. Même l'histoire des voitures, tout à l'heure on disait, vous balayez un peu oui, la voiture électrique. Ben moi, il y a des scientifiques qui nous expliquent que oui, c'est très bien, il y a moins d'émissions, mais oui, il y aura le problème de stockage des batteries de lithium et comment on fait. Moi, j'ai des amis autour de moi, quand j'ai dit que je voulais avoir une voiture électrique, ils m'ont répondu, mais espèce d'idiot, t'as rien compris, ça va être beaucoup plus polluant, etc. Et ce que je veux dire, c'est que tous ces sujets-là, et ça rapporte à quoi, ça ? Ça rapporte au fait qu'il y a aussi un doute scientifique. Le doute, ça existe, ou en tout cas, les débats existent. Et ça, on l'a vu pendant le Covid. Les gens, tout d'un coup, découvert que les scientifiques n'avaient pas forcément réponse à toutes les questions sur tous les sujets, que quelquefois, il peut y avoir des approches différentes. Et je pense que c'est important d'expliquer également. Et sur ces sujets-là, eh ben, c'est pas simple. La nuance, elle n'est pas simple, parce que moi, je suis journaliste scientifique, je connais un peu le sujet, mais je cite 2 experts. Les 2 experts me disent 2 choses radicalement différentes. Est-ce que j'ai suffisamment de recul pour estimer que l'expert d'Harvard qui me vante le fait de, je dis n'importe quoi, de renvoyer les rayons solaires vers l'univers et donc d'atténuer le réchauffement climatique, est-ce que je peux estimer que cette hypothèse-là est plus plausible ou moins que la personne qui va me dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, c'est ridicule ». Et ça devient compliqué parce que tous ces sujets-là, et ça c'est un autre, et ça c'est intéressant aussi, tous ces sujets-là compliqués, scientifiques, de santé, tout ça, ils se sont développés énormément depuis 20 ans. Et c'est pas un hasard, ils se sont développés énormément depuis 20 ans, parce que la planète et les dangers auxquels sont confrontés la planète, eh bien, ce sont également, on les voit de plus en plus présents. Mais moi, je me souviens de débats sur le sang contaminé d'il y a 30 ans, où c'est pareil, la presse ne comprenait rien. Et donc là, on est face à des défis qui sont encore de plus en plus importants, qui sont de plus en plus pressants, qui se multiplient, qui vont plus vite. Et donc là, il y a une difficulté sur cette nuance-là. Comment, en tant que journaliste, on arrive à avoir les éléments suffisants de compréhension et d'estimation pour pouvoir dire « Ok, c'est telle partie ou l'autre qui a raison, ou alors en tout cas, j'expose ce que je sais faire. » Et donc le résultat, c'est la géo-ingénierie, c'est controversé. Merci beaucoup. Jean Sauvignon, une réaction. Et puis ensuite, on va prendre les questions de la salle. Maria, si tu veux prendre le micro. Oui, je partage largement le sujet sur la nuance. La nuance, et j'ai entendu aussi le recul, et ça me paraît capital dans le métier de journaliste. Le recul sur ce qui se dit, le recul sur les émetteurs, d'où l'importance aussi d'étudier les réseaux, qui financent quoi, qui possèdent quoi, qui émet quoi. Enfin ça me paraît capital en fait. Et c'est aussi la question des représentants d'intérêt. C'est que sur un plateau, quand on invite des experts et qu'on dit que tout le monde est expert, et qu'en fait au milieu, non, il y a des représentants d'intérêt directs, qu'en fait quand on est un énorme pétrolier et qu'on envoie notre expert en plaidoyer européen sur les sujets énergie renouvelable ou plastique,
en fait, on porte un message un peu différent que celui d'un expert dont le boulot est de faire de la science réellement sur le sujet. Donc ça me paraît capital, il faut investiguer ça. Mais sur le sujet de la nuance, et j'ai fait une petite recherche là sur les dernières 24 heures, les mentions de la géo-ingénierie, et en fait c'est surtout des médias plus, soit du service public, soit classifiés plus à gauche sur l'audiovisuel. Parce qu'en fait, exactement, mais parce qu'en fait, c'est ceux qui disent prenons du recul sur les solutions, il faut réfléchir, il faut nuancer, etc., etc. Ça passera largement sur CNews le moment où ils auront trouvé un bel angle, où ils arrivent à instrumentaliser ça très facilement. Mais c'est pas encore l'objet parce que justement, là, le temps est à la nuance. N'hésitez pas à vous présenter au moment où vous prenez le micro avant de poser votre question. Est-ce qu'on a une première question dans la salle? Levez la main. Merci. Je suis étudiant en master ici. Donc vous avez parlé de la géo-ingénierie. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que la géo-ingénierie est la facette la plus extrême ou paroxysmique, on va dire, du technosolutionnisme en général? Pour le coup, Monsieur Sauvignon, vous avez dit que la géo-ingénierie pouvait être relativement marginale dans les effets de la désinformation. Mais à quel point est-ce que l'impact du technosolutionnisme, de manière générale, est beaucoup plus fort? Voilà, c'est une question pour vous trois. Peut-être Valérie Masson-Delmotte d'abord. Ouais, je ne suis pas certaine d'avoir une réponse complète. Mais effectivement, quand on regarde dans les rapports du GIEC, ce qui permet de décarboner de manière importante, il y a 3 grands leviers d'action. Il y a un volet d'innovation technologique disponible maintenant, puis des ruptures à aller chercher. Pour les processus industriels et le reste, c'est pas mature aujourd'hui. Donc il y a encore ce côté-là, et ce sera nécessaire. Après, il y a un volet qui porte sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Donc s'appuyer sur les écosystèmes, leur capacité à stocker du carbone, puis avec tout le reste, les autres bénéfices. Puis après, il y a tout ce qui porte sur la demande, efficacité ou sobriété, en gros, selon le contexte. Et ce qu'on voit bien, c'est que le fait de mettre l'accent sur le volet purement technologique, que je caricature en disant croissance verte, mais en fait, c'est une partie des leviers d'action, mais qui passe un peu sous silence les autres leviers d'action. Donc, dans ce sens-là, effectivement, je pense que les idées de géo-ingénierie, donc soit brutales, soit pour essayer de limiter un pic de réchauffement ou des choses comme ça, ou pour revenir un peu en arrière après avoir dépassé en enlevant du carbone, je pense que c'est plutôt un narratif qui vise à retarder la perception de changements profonds apportés rapidement. Je le vois plutôt comme quelque chose qui essaie de se donner un peu de temps, plutôt que relevant des autres aspects techniques ou technologiques. Moi. Pour répondre un peu directement à votre question sur les technosolutionnistes, sachez quand même que c'est des discussions qui agitent les rédactions. Donc ça veut dire que quand même, il commence à y avoir une prise de conscience de tous ces enjeux, le greenwashing, le technosolutionnisme, voilà, les fausses solutions entre guillemets. Donc ça fait partie des débats qu'on a dans les rédactions avec des journalistes qui sont experts de ces sujets. Donc c'est quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, mais ces débats traversent les rédactions. Beaucoup de discussions autour de est-ce que la solution à tout prix sert à quelque chose et est-ce qu'elle mène quelque part? Et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait ces débats-là. Je pense que c'est des débats qu'on n'aurait pas forcément eu il y a 20 ou 30 ans parce qu'on n'avait pas forcément le recul ou en tout cas le début d'expertise. Donc ça, c'est le côté positif parce que je trouve qu'on est un peu pessimiste ce soir, mais il y a des choses positives. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des médias qui se consacrent à ces sujets. Il y a plus de compréhension. Il y a des médias qui se construisent autour de la recherche. Il y a la mineure dont parlera Sophie de Ravinel tout à l'heure, qu'on a mis en place à l'ENS autour de recherche et médias, parce qu'on se rend compte de ce manque-là. Donc, il y a des choses qui existent, et du coup, alors, c'est peut-être minoritaire, pour l'instant en tout cas, mais il y a un niveau de débat dans certaines rédactions et dans certains médias qui est satisfaisant et qui est intéressant sur ces sujets-là, et qui est une preuve aussi d'optimisme, qui peut donner à avoir de l'optimisme. Après, on l'a dit, oui, c'est face à tout un environnement qui n'est pas forcément le plus favorable en ce moment. En tout cas, le contexte n'est pas le meilleur pour arriver à faire tout simplement le distinguo entre le vrai et le faux et ce qui sert ou pas les intérêts de la planète.
Oui, brièvement, mais moi je suis assez d'accord dans l'idée. Simplement, je pense qu'on en est au stade où beaucoup de gens débattent, où on prend du recul, etc. Je pense que le moment où ça va tomber dans le technosolutionnisme pur, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est quand ça vient être le seul élément qui nourrit le programme politique d'un ou plusieurs partis. Et où en fait tout ce qu'on dit sur le changement climatique, c'est bah non, mais innovation de rupture et en gros géo-ingénierie, dont CCUS. Bon, bah là, effectivement, on tombe dans un problème. Et ensuite, si ça s'est normalisé dans tous les médias qui parlent à cet électorat, etc., là, c'est grave. Mais aujourd'hui, pour l'instant, je trouve que sur la géo-ingénierie, je vois encore de la nuance. Mais bon, encore une fois, il n'est pas du tout impossible que ce soit plus le cas dans 2 ans. Et peut-être qu'au contraire, c'est très précurseur que d'en parler. Mais par exemple, sur le captage, stockage, réutilisation de carbone, il y a des éléments de connaissances scientifiques qu'on peut mobiliser. Des évaluations qui ont été faites en Europe, en France, pour essayer d'estimer quels process industriels seront très durs à décarboner, les cimenteries, les choses comme ça, où il y a un potentiel. Puis après, on peut aussi faire un rappel à la réalité quand on regarde les investissements dans ce secteur-là, sauf erreur de ma part, sur les chiffres du consortium international. Les investissements qui ont monté dans ce secteur-là, ils représenteraient au mieux, à horizon 2030, 1%, je crois, des émissions du secteur fossile. Et donc, c'est aussi intéressant de dire, voilà, il y a potentiellement un potentiel, mais voilà la proportion que cela peut occuper aujourd'hui. Et je pense que ça permet d'avoir une approche un peu rationnelle de ces aspects. On va prendre Merci une beaucoup. deuxième question de la salle. On en a une à l'avant, si vous voulez. Déjà, merci pour la conférence. Je me posais une question qui m'est venue pendant la table ronde. C'est au sujet du monopole actuel, notamment des médias français, par certains grands groupes. On peut citer Bolloré, mais d'autres, voilà. Et à quel point ce biais-là, qui est lié à ce monopole-là, est fort, et comment nous, à notre échelle, on peut essayer de se positionner et se dire tel sujet n'a pas été abordé dans tel magazine parce que justement les idées politiques en haut de la hiérarchie, ça c'est des sujets qui ne nous intéressent pas, donc c'est pas couvert. Et donc nous, en tant que citoyens, comment on fait le tri de ce qui manque, et voilà. Et quels sont les leviers pour C'est une excellente question. C'est vrai que je vais faire un petit retour en arrière. Moi, je me souviens de 95, c'est la date à laquelle l'Internet a changé un peu la presse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez reconnu, où en gros, on a commencé à se dire « Oula, il y a un truc qui est en train de se changer. Il y a un nouveau espèce d'outil qui est en train de tout révolutionner. C'est passé par toutes les apps que vous voulez, les contenus gratuits, etc., le modèle économique. Mais surtout, je dis ça parce qu'en 95, je m'en souviens très bien, la promesse qui avait été faite, et notamment par tous ces gens autour de ce nouveau médium, était de dire ça va démocratiser la presse. Alors, ça a été vrai en partie, c'est-à-dire qu'on a vu, et c'est tant mieux, immerger des nouveaux médias, etc., qui traitaient mais c'est souvent des médias de niche. Par contre, ce qu'on a vu, l'effet inverse, c'est par rapport aux grands médias, entre guillemets, on a vu de la concentration, on a vu des prises de médias par des industriels, beaucoup, par des... alors après, il y a Bolloré, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que, et ça, aux États-Unis, quand on voit, très, très rapidement, on s'est dit, Bezos, c'est pas très grave, il a le Washington Post, et puis tout d'un coup, si, tiens, c'est grave. Et tout d'un coup, le Washington Post n'a pas pris position pendant les élections. Alors, en France, ça peut paraître un peu bizarre, mais aux États-Unis, c'est quelque chose de traditionnel. Et aujourd'hui, il y a des intérêts de dérégulation. Donc, ce que je veux dire, c'est que comment on fait en tant que citoyen? Déjà, moi, dans tous les cours que je donne aujourd'hui, je dis il y a quelque chose qui est au moins aussi important que l'information, et peut-être même plus important, c'est la source. Quand tu parlais d'émission, moi j'appelle c'est la source de l'info. Si vous n'êtes pas aujourd'hui capable, ou en tout cas, il faut avoir ce réflexe de dire d'où vient cette info. L'information aujourd'hui, elle vaut quasi zéro. C'est-à-dire que l'information, de toute façon, elle est diffusée en 12 secondes un peu partout. Donc j'exagère un peu, parce que l'information, pour moi, c'est cher, c'est quelque chose qui m'est cher, donc ça vaut quelque chose. Mais la façon dont elle est utilisée aujourd'hui, mais par contre, le fait d'identifier la source et d'où elle vient, c'est capital. Et sans rentrer dans les débats politiques, parce que ça pourrait durer pendant des heures, de savoir pourquoi, pour qui on est, ou pourquoi, ou pour qui, ou etc. Le fait déjà de savoir d'où la provenance de l'information, elle vous permet de mieux l'accaparer, de mieux la comprendre, de mieux l'identifier, d'aller chercher d'autres sources. Ça, c'est un travail Quand on est journaliste, le premier truc, quand on va en école de journalisme, on dit « mais tu as une source, très bien, va en chercher d'autres ».
parce qu'une source, ça veut rien. Et donc, tout ce travail, il y a un travail citoyen aujourd'hui qui est devenu très important par rapport à identifier les sources. Alors, on parlait de l'éducation média et du fait que oui, c'est peut-être un pis-aller, etc. Mais c'est aussi, moi je trouve que de savoir quand on a 10 ans, 8, 9 ans, 10 ans, qu'on ait un cours qui nous explique qu'en fait, il faut quand même savoir que ce qui arrive sur ce petit truc-là, qui est devenu quand même le centre du monde, c'est pas toujours la même chose, ça n'a pas la même valeur, et il faut certainement pas l'interpréter de la même façon. Je pense que c'est aussi un sens. Donc il y a tous ces éléments-là qui interviennent, mais tu as raison dans le sens où aujourd'hui, moi, en tant que journaliste depuis un petit moment déjà, ça m'inquiète un peu quand même la concentration de ces médias, le fait qu'en fait, on se rend compte de façon de plus en plus directe et sans, j'allais dire, avant, c'était des espèces d'influences cachées. Aujourd'hui, on change le JDD du jour au lendemain. Moi, je lisais le JDD, non pas parce que je considérais que c'était forcément un bon journal, mais parce que c'était un bon canard pour comprendre ce qui allait arriver la semaine suivante. Je lis plus le JDD, c'est fini, je n'irai plus. Et voilà. Et ça a été fait en 1 mois et demi. Donc, on a des raisons de s'inquiéter, mais aussi on a des moyens pour essayer de mieux justement contrer ces influences-là. Sophie, tu voulais intervenir peut-être ? Je me dis que c'est peut-être l'occasion de parler de la mineure en un mot, parce que c'était prévu que je le fasse à la fin, mais justement, c'est en réponse à votre question. Et l'idée de cette mineure est née justement de ça, de cette nécessité, ça a été dit pendant votre débat, de prendre du recul. Et je crois qu'effectivement, la difficulté du débat entre scientifiques et médias, c'est celle aussi souvent de la temporalité et de la difficulté à prendre du recul et donc à prendre du temps et donc à réfléchir. Et c'est à vous, c'est aux jeunes et donc à ceux qui sont à qui s'adresse cette formation qui est proposée au moment où vous avez justement du temps et quel que soit, en fait, c'est pas une école de journalisme, c'est pas du tout ça, c'est vraiment une formation aux médias et aux enjeux des médias et à la fabrique de l'information et de savoir comment elle se fabrique et comment elle va se fabriquer à l'avenir. Parce qu'on est là aussi dans une réflexion de prospective avec une génération qui est différente de la mienne et de la tienne, Fabrice, qui est qui est la vôtre. Et donc, on est là pour vous donner les outils et en particulier en matière d'histoire des médias et d'histoire de la liberté de la presse qui est particulière en France, qui est différente du monde anglo-saxon. Et donc, on a un certain nombre de cours qui sont proposés. Et je pense qu'il y a une vraie demande, et aussi parce qu'on est à un moment creuset, et vous parliez très justement des états généraux de l'information. Je pense qu'il y a quelque chose de positif qui est cette émulation entre les médias eux-mêmes qui se posent les questions. Et que la difficulté, c'est justement le rapport au pouvoir politique. Et vous parliez d'Emmanuel Macron, c'était Nicolas Sarkozy avant, et j'en parlais avec Yves Plenel qui parlait quand même aussi de ce que ça avait pu apporter aux médias, de se retrouver ensemble et de débattre ensemble. Et du coup, et je pense que c'est pour ça, Fabrice, aussi, que tu as souhaité t'y engager, et que tout ça est donné dans cette mineure. Et donc, je vous engage... chacun, les uns et les autres, à en parler autour de vous, parce que je pense que c'est un outil, pas forcément pour les journalistes, mais en tout cas pour tous ceux qui vont avoir, comme vous, Jean, et vous, mesdames, à parler et à savoir comment traiter des médias. Voilà. En fait, moi, ce qui me frappe aux États-Unis, c'est finalement le détournement de l'aspect important de la liberté d'expression, au détriment finalement de la sincérité, de la place accordée à des faits scientifiques. Et j'ai vu des choses similaires en France où finalement, moi je suis très attachée à la liberté d'expression, et en même temps, on peut dénigrer autant qu'on veut des faits scientifiques, des rapports du GIEC, voire des scientifiques à qui on met des cibles dans le dos quasiment en ce moment, de certains domaines liés à la biodiversité, la santé environnementale, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet pas simple d'un point de vue éthique. Et puis l'autre volet, moi j'ai vu en fait par exemple des groupes de presse quotidienne régionale qui sont indépendants. Oui. J'ai vu des groupes qui appartiennent à des millionnaires, mais où il y a une rédaction indépendante, avec une capacité à avoir un travail d'esprit critique collectif de journalistes qui sont différents de ce qu'on décrivait tout à l'heure. Et ce côté-là, il me semble vraiment fondamental pour la vie démocratique, et de la même manière que la liberté d'expression académique.
Et le rapporteur des droits humains, il y a quelques années, avait fait un rapport sur la liberté d'expression des scientifiques et l'esprit critique des scientifiques, c'est-à-dire critiquer son pays, ce qui s'y fait, comme un point important de la vie démocratique. Et ça, c'est fragilisé. Et dans certains organismes de recherche où les scientifiques sont des fonctionnaires, c'est pas mon cas, pas le CNRS, mais dans d'autres organismes ou opérateurs d'État, il y a une espèce de conflit entre le devoir de réserve des fonctionnaires, des scientifiques fonctionnaires, et cette liberté académique, avec parfois, de plus en plus, l'idée que voilà, c'est des sujets sensibles, on veut vous protéger, ne vous exprimez pas sur ce sujet-là. Et on perd aussi une voix scientifique un peu indépendante, et c'est le point sur lequel je voulais insister. Je voulais juste rebondir, c'est très important, excuse-moi, sur la presse, sur la confiance. On n'a pas beaucoup parlé de la confiance dans les médias, ou en tout cas de la défiance des médias, et sur l'importance de la presse régionale et locale. Et ça rejoint notre discussion parce que, vous le savez, il y a une énorme défiance des médias qui est due à plein de choses, mais on pourra en parler 3 heures. Par contre, il y a des moyens de rétablir cette confiance. Les moyens de rétablir cette confiance, c'est à travers la parole scientifique, mais la proximité et la presse régionale, c'est le capital. C'est-à-dire que quand vous avez le journaliste local qui vient, je dis n'importe quoi, à l'ouverture de la branche du CNRS à Rouen, voilà, il est là, les gens le voient, etc., etc. Et donc, ça fait partie de tous ces moyens pour nous, médias, de réfléchir à comment on rétablit cette confiance. Ça passe par plus de liens avec les experts, ça passe par plus de proximité, ça passe par... On parlait tout à l'heure un peu de solutions. Il faut faire attention aux solutions. Le journalisme de solutions, c'est quelque chose qui s'est développé depuis 20 ans en France. Ça, voilà, c'est quelquefois bien reçu, quelquefois un peu moins bien. Mais la solution au niveau local, c'est en gros comment tel sujet peut changer votre quotidien. Ça marche. Genre comment telle association, à son niveau, a pris en charge, je dis n'importe quoi, le fait de s'occuper d'une rivière, etc., ça marche. Et donc, toutes ces solutions, elles sont à notre portée. Il faut à la fois les explorer, les mettre en avant, et ça nous permettra justement de faire face à cette défiance qui est catastrophique aujourd'hui pour les médias. Ça, c'est genre que les jeunes, notamment, ne croient plus du tout en la parole des médias. C'est un vrai problème. Alors déjà, je rejoins largement ce qui est dit sur la PQR, la presse quotidienne régionale, qui a un rôle d'information en proximité avec les citoyens capital, notamment sur les solutions pour mettre en valeur les bénéfices et les co-bénéfices locaux. Je rappelle que les études sur l'acceptation des politiques de transition par les gens démontrent largement que pour qu'en fait, on soit d'accord avec une politique qui par ailleurs est contraignante, mais en faveur de la transition, il faut qu'on en voit soit les bénéfices sur soi-même, soit l'absence de problématiques induites pour les populations les plus défavorisées. Et c'est vraiment les deux choses qui ressortent le plus. Donc c'est hyper important quand on fait les politiques de transition et qu'on les couvre en tant que journaliste, de se poser la question des co-bénéfices. Et donc c'est, tel village a cofinancé son éolienne, et en fait c'est sur son pouvoir d'achat que ça a un impact. Donc ça c'est assez important et c'est assez puissant. Sur le sujet de la concentration, bon, évidemment, c'est très inquiétant. Ça fait un moment qu'on le sait, mais on continue à le voir. Ça se répand par ailleurs. Je pense que le consortium qui rachète l'ESJ Paris démontre bien qu'une fois qu'on a pris la valeur de l'information, on remonte la chaîne de valeur jusqu'à la formation des journalistes. Donc bientôt, ils vont racheter des réseaux de crèches. Donc oui, ça me paraît cynique, mais important à avoir à l'œil. Mais donc ce qui est important, et parce que la question c'est sur qu'est-ce qu'on fait en tant que nous-mêmes, citoyens, citoyennes, je rappelle, comme ça c'est dit ce soir, que le droit à l'information est un droit constitutionnel. D'accord ? Donc ce que ça veut dire en termes de hiérarchie des normes, sans faire un cours de droit constitutionnel, c'est que ça a le même niveau en termes de hiérarchie des normes, par exemple, que la liberté d'expression. Ce que ça veut dire, c'est que l'un peut prédominer sur l'autre en fonction du risque, en fonction de la situation. C'est comme ça qu'on a interdit, par exemple, dans notre espace informationnel audiovisuel, le négationnisme de la Shoah. Parce qu'on s'est dit, bon, peut-être le jeu en vaut pas la chandelle, quoi. Peut-être qu'on va l'interdire, ce truc, ça vaut pas le coup de laisser dire tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'on a interdit, par exemple, la diffamation dans l'espace public. Et donc je pense qu'il y a un sujet à se rappeler aussi qu'on a un droit à l'information, à faire valoir. Et au quotidien, pour le faire valoir, ça passe par s'informer sur les sources, ça passe par payer pour de l'information. Il faut payer pour de l'information. C'est comme ça. Si on veut de l'info de qualité, il faut payer pour. Ça passe par payer pour des sources où on n'est pas toujours d'accord avec tout. Ça permet de diversifier et de muscler son esprit critique. Et ça passe aussi par aller consulter des observatoires,
par exemple l'Observatoire des médias sur l'écologie, au hasard, mais plein d'autres, pour essayer de comprendre qui, quoi, qui finance quoi, enfin bref, se forger un esprit critique sur la fabrique de l'information ou du doute, selon comment on se place. Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle? Vous voulez pas poser une question? Ou deux? Allez, 2 questions. On peut prendre 2 questions encore. Bonsoir, Bertrand Maillot, je suis professeur de géologie à Cergy-Pontoise et je vous remercie pour ce débat ce soir. J'ai 2 remarques ou questions, je ne sais pas trop, sur la géo-ingénierie. C'est un peu pour ça que je suis venu d'ailleurs, parce qu'il y a ce mot-là qui m'a attiré. Il y a 2 ans, j'étais à une conférence, un après-midi de conférence dans cette école, au laboratoire sur le climat, à côté à rue Laumont. Et cet après-midi-là, il parlait beaucoup de géo-ingénierie, notamment du problème des aérosols, l'idée de mettre des aérosols dans l'espace, dans l'atmosphère, pour renvoyer les rayons du soleil. Et j'étais très très étonné de voir cette recherche conduite dans un lieu public, comme vous l'avez dit. Et ils ont même dit à un moment qu'aux États-Unis, il y avait le Parlement avait voté un Bill of Act qui, selon mon souvenir, autorisait le début de la recherche industrielle sur ce sujet. Et je me disais, mais comment il est possible qu'on puisse faire ce genre de recherche, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait peur à tout le monde, à moi aussi, dans le sens où c'est un changement fondamental d'approche, puisque en gros, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait exprès de faire changer le climat. Et puis maintenant, on se dit, bon, on va faire exprès. C'est ce changement fondamental. Ma première question, c'est comment se fait-il qu'on n'en parle pas plus dans les médias de cette approche, de ce changement qui est pour moi totalement radical, quoi. Premièrement. Et deuxièmement, quand je vous ai entendu parler de la géo-ingénierie, vous avez parlé de diversion beaucoup. Et j'ai eu l'impression que vous ne preniez pas ces solutions massives de géo-ingénierie au sérieux, dans le sens où ça va pas vraiment se faire. Et est-ce que je dois repartir rassuré ou je ne suis pas encore tout à fait rassuré, quoi. Voilà. Alors, mon point de vue, c'est qu'il y a un risque d'unilatéralisme, notamment américain, sur le sujet. Voilà. Ensuite, il n'y a pas de cadre de gouvernance. Il n'y en a pas. Il y a eu des tentatives de le mettre en avant dans le cadre des négociations UNEP, Programme des Nations Unies pour l'environnement, ça a été refusé, notamment par les États-Unis, l'Arabie Saoudite de mémoire. Ensuite, vous avez raison, une remise en cause fondamentale des principes du droit de l'environnement. C'est-à-dire le droit de l'environnement, c'est on a une atteinte à l'environnement et on réduit cette atteinte. Là, c'est on a une atteinte à l'environnement, on rajoute un truc pour essayer de masquer la première, tout en sachant que ça aura des effets annexes, dont on peut en esquisser quelques-uns, mais qu'on ne connaît pas non plus parfaitement, du fait des limites sur notre compréhension des particules, des nuages et le reste. Et donc, par exemple, au labo de météodynamique ici, à l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont on fait partie, il y a un groupe de travail sur ce sujet-là, avec des espaces de délibération, de réflexion éthique. Il y a le comité d'éthique du CNRS qui prépare un avis de l'Académie des sciences et du CNRS qui travaille sur ce sujet, précisément en ce moment. Et il y a eu aussi un avis rendu par le Science Advisory Board européen, qui est très nuancé, vraiment intéressant sur le sujet, qui recommande que l'Union européenne, diplomatiquement, défende un moratoire, non-déploiement, mais se dote d'une capacité de recherche publique, financée par et pour le public, quelque part, pour continuer à avoir une veille et être un acteur informé au cas où il y ait des risques d'unilatéralisme. Je ne sais pas si je suis très claire. Voilà. Et peut-être dans ce cas-là, on va prendre une toute dernière question avant de clôturer la soirée. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour cette table ronde. Moi, je suis étudiante en master, et alors j'ai une question plus pour Madame Masson-Delmotte, peut-être un peu provocante, mais quand vous parliez de votre passage de Twitter à Blue Sky, est-ce que vous n'avez pas l'impression, d'une certaine manière, de laisser la place au contenu justement climato-sceptique, etc. Et parce que, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, Blue Sky c'est super, que c'est beaucoup plus transparent, mais que finalement, si on est dans un microcosme, on va juste parler aux convaincus. Est-ce qu'on perd pas de l'impact? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le socle de réalité commun dont vous parliez tout à l'heure et qui est très important? À l'époque, en fait, le CEA, mon employeur, m'avait identifié avec d'autres scientifiques comme pouvant avoir un rôle un peu d'ambassadeur.
en faisant connaître le CEA, notamment sur les réseaux sociaux, en plus de ce que je faisais moi en sciences du climat. Et dans ce cadre-là, on avait une formation, notamment avec des acteurs de réseaux sociaux. Alors je ne crois pas qu'on a eu X, mais on avait eu Meta, on avait eu une formation avec LinkedIn et d'autres, qui nous ont amenés à nous interroger sur finalement leur positionnement, leurs algorithmes, leur périmètre, là où on a envie de s'impliquer ou pas. Déjà à l'époque, il y avait une méfiance sur X en tant que tel. Voilà, donc je sais que pas mal de collègues vont plutôt sur LinkedIn, mais qui touchent plutôt un cercle de professionnels. Ça touche pas le très grand public, c'est particulier. Il y a un côté très réseautage, voilà, faut le dire. Moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de publier quoi que ce soit sur le climat sur Facebook, parce que c'est juste insupportable en réalité. Pour moi, insupportable, les échanges, ce qui circule. Voilà, donc j'y trouve pas ma place. Sur la communication autour des sujets liés aux sciences du climat. La réflexion que j'ai eue sur X, c'était effectivement, est-ce que c'est bien d'être là pour que quelqu'un de bonne foi qui s'y balade parce qu'on parle beaucoup de Musk, à un moment donné, soit exposé à ça? Est-ce qu'il y a une chance qu'il soit exposé à ça, s'il ne le cherche pas? Est-ce que c'est... et ma réflexion à moi, c'était de me dire, finalement, comment marchent ces plateformes, ces réseaux sociaux, qui créent de la valeur? Ce qui crée de la valeur, c'est quand on met du contenu. Si on ne met pas du contenu à un moment donné intéressant, le truc perd son intérêt, les gens n'y vont plus, et le réseau s'appauvrit. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le patron de X France a fait une espèce de tribune vraiment bizarre dans les Échos, en disant ouais, c'est quoi tous ces gens qui partent? Voilà, ça touche au nerf de la guerre. Et ce côté-là, il est important, c'est-à-dire on produit un contenu sur un réseau qui nous dessert quelque part, moi c'est ma perception, on contribue à nourrir ce réseau, son fonctionnement. Si on arrête de produire du contenu, je sais pas, le réseau Social Truth de Trump, il n'est pas très, c'est pas une grande réussite, je pense, en termes d'adhésion, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a plus, je caricature un peu, je m'excuse, mais des gens haineux entre eux, qui trouvent même pas quelqu'un à détester sur place. Non, mais et du coup, ça tourne un peu en rond. C'est une caricature, voilà. Et donc, je pense qu'on ne gagne pas forcément à rester. Mais par exemple, récemment, j'ai eu un échange avec une PDG d'un groupe de médias télévisuels publics grand, qui, elle, expliquait que sa position, c'était parler à tous les publics et donc rester sur ce réseau. Et je pense que c'est même assez troublant, c'est perçu comme un geste politique de le quitter. Ça n'est pas perçu comme un geste politique d'y rester. D'accord ? Et on parlait tout à l'heure du groupe Bolloré et tout ça. Moi, aller dans un débat sur CNews, jamais. Aucun intérêt, honnêtement. C'est pire que tout. Même BFM, c'est très compliqué. Les collègues qui s'y risquent régulièrement, ils se prennent des tombereaux d'insultes après. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des espaces où parfois y aller dessert ce qu'on essaye de faire, rabaisse les faits scientifiques à des formes de polémique assez stériles. Et donc c'est ça en fait ma réflexion. Merci Valérie pour cette réponse. C'est l'heure maintenant de fermer la bibliothèque. Donc, je vois qu'on nous fait des signes sur le côté de la salle. Donc, merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte, merci Jean Sauvignon, merci Fabrice Roussolo d'être venu. Merci au public et pour vos questions. On remercie aussi l'ENS et la bibliothèque Sciences et Lettres pour avoir accueilli ce séminaire. Les pôles communication, logistique et le pôle audiovisuel aussi pour avoir organisé toute la mise en place finalement. Maud, tu veux dire un dernier mot ? Eh bien, Maud ne veut pas dire de dernier mot. Donc merci à tous. Rentrez bien. Au revoir.